On va commencer donc avec la Ligue 1, 18e journée ce soir. Pour l'instant, c'est Lyon, leader de notre championnat. Lyon qui reçoit Lens, 7e, l'une des surprises de cette moitié de saison. Lyon qui impressionne, mais qui sera privé de Karl Toko et Cambi ce soir. Alors, ce statut de leader du championnat peut-il peser sur les Lyonnais? Écoutez la réponse de leur entraîneur, Rudy Garcia. Franchement, je préfère être chassé. A priori, ça veut dire qu'on est devant tout le monde. Et voilà, je crois que ce que peut changer, je veux dire psychologiquement, le fait d'être premier, c'est que j'espère que ça va encore plus donner envie aux joueurs de garder cette place. Donc ça veut dire qu'il faudra non seulement gagner, mais faire un meilleur résultat que Lille, puisqu'ils sont premiers ex-aequo. Alors Lyon, leader du championnat, est-ce que c'est parti pour durer à votre avis? Pardon. Jérôme Alonso, leader seul, non, d'accord, les autres vont revenir quoi. C'est un non également, Pierre Boubi, dans le trio, oui, donc c'est un non en fait, pour Thibaut Vézirian, totalement, pour Julien Aliane, oui, pour Olivier Rouillet, et illisible pour Nabil Djellit. Comment ça illisible? Il suffit de savoir lire un classement, hein. Vous voulez qu'on vous... On va vous montrer le classement, donc ça vous allez pouvoir le lire avec moi. Regardez Nabil, la première partie de classement de ce championnat, vous allez voir, Lyon est premier donc avec 36 points à égalité avec Lille, 36 points également, donc meilleure différence de but. Le Paris Saint-Germain est 3e, Rennes 4e, Marseille 5e avec 2 matchs de retard. Vous voyez que c'est lisible? Oui, non, mais c'était pas dans ce sens-là en fait. Oui, j'avais compris. Ah oui. Bon, vas-y, enchaîne. Ah, c'est à moi. Oui, bah enchaînez. Ah oui, d'accord, pardon. Non, mais pour moi, c'est comme dans le 4 des gros 5 championnats, des gros championnats d'Europe. Je veux dire, il y a des équipes qui sont devant, il y a une telle densité, il y a des hauts et des bas, il y a des séquences, il y a des cycles, il y a personne qui se dégage réellement. Peut-être du côté de l'Espagne avec l'Atlético, mais en Angleterre, qui va faire cavalier seul? Personne. En Allemagne, le Bayern est à la lutte avec Leipzig et à 1 degré moins de Leverkusen. En Italie, Milan, l'Inter, la Juve, voire d'autres sont également concernés. Donc voilà, c'est plutôt des pelotons. Et j'ai le sentiment, sans vouloir faire le spécialiste de vélo, qu'il va falloir attendre la flamme rouge et éventuellement une attaque à la cloche pour voir un club se détacher, et puis peut-être une arrivée au sprint. Quel travail. Voilà, donc si vous voulez mon avis, je veux dire... Bah oui, c'est un peu le principe. Est-ce qu'ils vont rester en tête? Je suis pas persuadé. Ils peuvent être de nouveau Vous ne savez pas. dans quelques journées. Non, ce qu'il faut, c'est pas être en tête trop vite, en revanche. Ah oui. Ouais. Le lièvre et la tortue, souvenez-vous de cette fable? C'est pas toi qui. C'est un truc assez connu, vous C'est pas savez. toi qui. Pourquoi il faut pas être en tête trop vite? Je vois pas le problème. Pour ce genre de club, oui. Mais- Pour le PSG, non. Mais le PSG, on parle pas du PSG, on parle de Lyon. Moi, je trouve que là, au contraire, ils sont dans, ça fait longtemps, ça fait 2 mois et demi que c'est parti dans une bonne direction, ça lâche pas, c'est équilibré, ça va bien. Là, il va avoir que la Coupe de France quand elle va arriver, qui va peut-être, si elle arrive, Ça on se est fait d'accord, demander, hein. justement. Donc, ils peuvent aller peut-être jusqu'au bout comme ça. Moi, je trouve qu'ils sont installés, ils sont très très bien installés. C'est l'équipe qui me fait la meilleure impression depuis 2 mois et demi, c'est clair. Elle est forte. Je pense que Rudy dirige fort bien ses joueurs à l'heure actuelle. Et puis l'apport de Paqueta a été vraiment très important. Ils sont équilibrés au milieu. Moi, je trouve franchement, je vois vraiment pas pourquoi Lyon ne peut pas rester en tête jusqu'à la fin de notre championnat. Et il a raison, Olivier, la dynamique lyonnaise, elle est assez impressionnante. Ils restent sur 14 matchs consécutifs sans défaite, dont 9 victoires. Mais en termes de points, regardez, ils ont 36 points après 17 matchs de Ligue 1 cette saison. C'est leur meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 2007-2008. Dernier titre de champion de France de l'Olympique Lyonnais. Et puis vous le voyez, son premier, c'est la première fois depuis 2012-2013 que Lyon occupe la première place après 17 matchs. Est-ce que c'est l'équipe la plus séduisante de Ligue 1 pour vous, Jérôme? On s'était posé la question avant la trêve. Avec Lille, certainement, oui. Oui, avec Lille, certainement. On se doutait bien qu'après leur mercato agité fin août, début septembre, ça irait mieux. Enfin, on l'espérait pour eux, c'est ce qu'avait dit Garcia, et ça s'avérait exact. Moi, je crois que leader seul, finalement, et Rudy l'a un peu dit, on s'en fout un peu. L'important, c'est est-ce que je coche toutes les cases pour être présent lors du sprint final? Ah, voilà. Et la réponse est oui. Oui. Cohérence de l'effectif. Mais le sprint final, il commence là, parce qu'il y a énormément de matchs en janvier, par exemple. Mais si vous êtes premier le 3 janvier et qu'après vous êtes quatrième le 6 mars, alors que cet effectif-là, on sent qu'effectivement, il peut rester accroché à ce wagon-là. Après, que Paris passe premier d'1 point un jour, que Lille passe premier d'1 point un jour, qu'il soit ex-aequo un autre jour, à la fin de la journée, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis supporter de Lyon, est-ce que je pense que mon équipe, ou si je suis Garcia, est-ce que je pense que mon équipe peut effectivement accrocher tout ça et au moment voulu mettre le coup de rein? Effectivement,
une seule compétition à jouer, peut-être deux, on va dire une et demie, allez, avec une demi-coupe de France, un effectif riche, organisé, un 11 qui se détache, des joueurs en confiance, on l'a bien vu. Il coche toutes les cases pour être là au bout, effectivement. Oui. Alors ce soir, Lyon joue face à Lens. Lyon qui sera quand même amoindri par quelques absences, hein, Julien. Oui, 4 absents de marque côté lyonnais. On a évoqué en début d'émission les absences de Toko Ekambi, touché par le coronavirus, tout comme Guimarães. Moussa Dembélé, lui, il est blessé au bras depuis la fin de l'année 2020. Et puis Marcelo, lui, il sera suspendu ce soir face au Lensois. Est-ce qu'ils peuvent être rattrapés par la pression, à votre avis, Pierre Bouvier, les Lyonnais? Je sais pas parce ça fait longtemps que qu'ils sont pas dans cette situation, quoi. ouais, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression que c'est quand même un groupe qui vit très très bien. Moi, le seul hic que je vois, c'est qu'en fait, je vois pas de banc en fait. Je me dis que s'il y a un pépin, que ce soit Paqueta, au milieu, il y a un banc. On verra ce soir. Il y a Cornet qui joue au milieu côté gauche peut-être. Sans Toko Ekambi, Kadewere, je me demande à voir. Ils ont eu une première partie de saison avec peu de matchs comparé aux autres équipes. Faut savoir que Lille et le PSG vont aussi avoir moins de matchs à faire avec les phases de poule. Il y a un nouveau PSG qui arrive. Lille apparemment. Nouveau PSG, il y a un nouveau coach, mais c'est pas un nouveau PSG. Ah pour moi c'est un nouveau PSG qui arrive. D'accord. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Après, chacun ses opinions, mais je pense que ça va être un nouveau PSG qui va être sur une dynamique différente. Et puis, il y a aussi Lille qui, apparemment, n'a pas obligé de vendre pour continuer de survivre. Donc, Lille qui a été très compétitif avec 3 matchs par semaine pendant une durée, je sais plus combien de temps, je crois 4 semaines, pardon. Enfin, je les vois bien poursuivre s'ils perdent personne et être compétitifs vraiment pour le haut de tableau. Alors, en tout cas, on va écouter Maxence Cacré. Justement, est-ce que la place de leader change quelque chose pour Lyon? Écoutez. Je pense pas que ça change quelque chose en particulier. Comme j'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres. On sait ce qu'on doit faire. Notre objectif, c'est de gagner tous nos matchs. Et on essaye d'être les meilleurs possibles pour garder cette place. Mais on ne se met pas une pression particulière par rapport au classement. Olivier, ce match face à Lens, il est intéressant parce que Lens est 7e du championnat. C'est partie des très bonnes surprises de ce début de saison. Est-ce que vous voyez Lens faire un coup face à Lyon ou pas du tout? J'aimerais bien, mais je crois pas. Je crois pas parce que... Vous aimeriez? Comment? Vous aimeriez? Non, parce que je trouve que cette équipe de Lens, elle est sympa. Ce qu'elle fait, c'est sympathique depuis le début de saison. Quand même 7e de notre championnat, alors qu'ils viennent de monter de Ligue 2. Ils sont montés et au moment où le championnat s'est arrêté, l'équipe, elle était pas trop euphorique non plus. Faut pas rêver. Bon, il y a eu des recrutements, il y a eu un changement d'entraîneur, etc. En tout cas, j'aurais aimé, mais je crois pas. Moi, je suis persuadé que Lyon, c'est vraiment, comment on veut dire, dans cette dynamique que Rudy a réussi à instaurer, je les sens forts, vraiment très forts. Et puis, ils ont aucune pression à avoir. Là, ils sont en train de faire un championnat presque à leur mesure. Ils l'ont démontré dans les matchs allés. Et bien, il faut simplement qu'ils continuent. Il n'y a pas de spectateurs pour le moment, donc ça va aussi un peu peut-être les libérer. Et ils vont continuer tranquillement. Mais Olivier, tu te rends compte quand même que la dynamique positive qui vient, ça vient uniquement de Paqueta et Thiago Mendes qui a retrouvé son niveau. Non, mais faut pas. Mais et non, alors le petit Kadewere. Non, mais Kadewere, non, mais d'accord. Mais je dis pas qu'ils sont pas bons. Je dis juste que la liaison entre la défense et l'attaque, le vrai changement, il est là en fait. Mais ça, c'est quand même des éléments. C'est pour ça que je dis, si jamais il y a un pépin physique, Pierre, dans Covid ou je sais pas quoi. Dans une structure d'équipe, quand tu trouves justement ces joueurs qui t'apportent ce plus, généralement, ce qui est bien, et c'est ce qui se fait à l'heure actuelle à Lyon, c'est que l'ensemble adhère. Et l'ensemble est porté avec ça. Et ils ont été cohérents peut-être qu'il y aura peut-être des soucis, mais Exactement. Guimarães, bon là, il y a le Covid, mais Guimarães a de la qualité, qu'a créé de la... On voit bien qu'il y a effectivement quelques petits soucis techniques. On va essayer de régler ça. Les cotes de ce match, en tout cas entre Lyon et Lens, Julien. Les Lyonnais sont largement favoris de cette partie. Vous allez le voir, la victoire, elle est cotée à 1,46 pour les hommes de Rugby Garcia. Le match nul est à 5 et la victoire lensoise à 7. Lens, attention, qui se débrouille plutôt bien face au top 6 cette saison. Souvenez-vous, victoire face au Paris Saint-Germain 1-0. Après, il y a eu pas mal de cas de Covid du côté du PSG. Victoire face à Rennes, victoire également face à Monaco, mais défaite 4-0 face à Lille. Donc attention quand même aux Lensois. Ce sera un des matchs très intéressants de cette 18e journée. Thibaut, les supporters lyonnais, on sait qu'ils sont un peu durs depuis le début de la saison. Est-ce que là, ils se sont calmés? Ils ont passé de bonnes fêtes. Ils se disent que finalement, même si, en effet, il y a l'absence de leur buteur, Karl Toko Ekambi, il y a des voyants qui sont au vert pour le mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont envoyé nombreux cette statistique du tweet de la Ligue 1 Uber Eats. Le club affiche 2 points par match en moyenne en janvier en Ligue 1 au 21e siècle. Donc depuis 20 ans, c'est le club qui prend le plus de points en janvier, en fait.
note. Donc ça va bien avec cette question. Est-ce parti pour durer? Oui, au moins au mois de janvier, en tout cas pour les Lyonnais, ça devrait durer. Même si certains tempèrent déjà en disant bon, leader, oui, à moyen long terme peut-être que non. L'effectif, le mental, l'absence de leader, autant d'éléments négatifs. Un point positif, il y a l'absence de compétition européenne. En tout cas, ils en ont un, Taulier à Lyon, qui lui pourra faire la différence. Un leader, c'est bien Jean-Michel Aulas, qui vient de s'afficher aujourd'hui avec les joueuses féminines, leur bague de championne après leur 7e titre en Ligue des Champions. Et cette bague, elle a été affichée par Amandine Henry avec une réponse de son président, c'est mérité. Et c'est une bague qui a été gravée avec 7 saphirs sur une chevalière, les initiales et les numéros de chaque joueuse, du plus bel effet, comme vous le voyez. Regardez, si les hommes étaient victorieux, peut-être qu'eux aussi auraient le droit à une belle bague. C'est comme les bagues de NBA. Et voilà, ça ressemble complètement à la mode NBA, en effet, la bague des Lakers, la bague des championnes lyonnaises. C'est fantastique. Merci Jean-Michel. Allez, dans un instant, on continue à parler de la Ligue 1, 18e journée. Ce soir, ce sera la grande première de Raymond Domenech du côté de Nantes et de Maurizio Pochettino du côté du Paris Saint-Germain. Quelle première, justement, vous excite le plus? On parlera de l'OM qui joue face à Montpellier. Est-ce que Marseille joue gros ce soir? Et puis le PSG, il manque 9 joueurs au Paris Saint-Germain. Est-ce que ce PSG est prenable ce soir? À tout de suite. Allez, on parle foot, on parle Ligue 1 maintenant avec la 18e journée. C'est le retour de la Ligue 1 après la trêve de Noël. Et il y a un double événement ce soir. Ce sont les premières de Maurizio Pochettino avec Paris face à Saint-Etienne et celle de Raymond Domenech avec Nantes face à Rennes. Les deux coachs très heureux de retrouver un bon. On les écoute. C'est un vrai plaisir. J'ai été pendant quelques années de l'autre côté. C'est incroyable, c'est un rêve qui se réalise, d'avoir joué dans ce club et de pouvoir revenir 20 ans après comme entraîneur dans cette maison. Je suis dans le partage, dans le plaisir, me dire, voilà, il y a un club ici, qui a un club aussi, qui a un vécu, qui a un passé, qui a une histoire. Et je suis heureux que M. Kita m'ait donné cette fonction. J'ai déjà travaillé avec de grands footballeurs dans le passé. Et c'est un énorme défi d'être ici à Paris avec une équipe au potentiel si fort et avec de tels objectifs. Voilà, première pour Maurizio Pochettino, première pour Raymond Domenech ce soir. Alors justement, quelle arrivée vous excite le plus entre les deux hommes? Montrez-moi vos réponses. Honnêtement, les deux, il ne veut pas se mouiller. Jérôme Alonso, Pochettino, ça c'est pour Pierre Boubi. Dometino, c'est pas mal ça. Vous pouvez dire, oui, les deux, c'est pas mal. Domenech, tout simplement pareil. Pour Julien Alliane, pareil pour Olivier Rouillet, pareil également pour Nabil Djellit. Pourquoi vous n'arrivez pas à trancher, Jérôme? Parce que déjà, c'est mes deux derniers clubs. Donc c'est quelque chose où je suis impliqué un peu émotionnellement. Ces deux garçons que j'ai connus, Raymond ici de manière plus personnelle, parce qu'on a échangé des dizaines de fois ensemble et même parfois hors caméra, donc j'ai une idée assez précise de comment il voit le football, de comment il aurait aimé le revivre, et là il y est, parce qu'on en parlait souvent. Et ça m'amuse que ça arrive aussi vite finalement. Et puis Pochettino, parce que j'ai joué avec lui pendant 2 ans, ça a été mon capitaine au PSG. Donc j'ai du mal à trancher, voilà, parce que le cœur parle un peu pour les deux, mais effectivement je suis excité des deux, parce que même si c'est 2 projets complètement différents, il y a un club en danger, il y a une mission survie et dans un club qui est hyper compliqué à manager, c'est le FC Nantes, et puis Pochettino qui arrive pour une mission tout autre, qui est celle de tout gagner, avec des joueurs géniaux. Donc c'est 2 projets tellement différents et 2 personnes que j'ai côtoyées que je peux pas trancher, c'est pas possible. Et puis en plus c'est 2 clubs qui me tiennent à cœur. Enfin bon, un plus que l'autre, mais voilà, c'est mes 2 derniers clubs. Donc dans une vie ça compte. Évidemment. Et je vais regarder ça avec attention. Donc je peux pas trancher. Pour une fois, excusez-moi. Voilà. Alors Olivier, vous avez tranché. Vous c'est Raymond Domenech, parce que vous le connaissez quand même depuis longtemps aussi, j'imagine. Oui, je le connais depuis longtemps, bien sûr. On a été adversaires. Ouais. J'ai habité chez lui quand il est parti de Strasbourg. Et donc il y a quelques points communs. Mais moi c'est pas ça c'est le côté du retour sur le banc, de se retrouver dans un club qui est en difficulté, avec un président assez particulier, un effectif qui n'est pas extraordinaire. Nabil Djellit, vous choisissez Raymond Domenech. Est-ce qu'il aura du temps pour construire quelque chose, ou est-ce que s'il y a déjà des fêtes ce soir dans le derby breton, ce sera le feu, quoi? C'est déjà le feu à Nantes, de toute façon. Le contexte, il est compliqué pour tous les entraîneurs qui vont au FC Nantes. C'est vrai que le calendrier le gâte pas forcément, mais ça peut être Akita ou double. Je vais la refaire parce que si ce soir... C'est excellent, hein. Si ce soir... Refaites-la encore demain, hein. Si ce soir, il réussit un résultat contre Rennes, au contraire, ça peut même galvaniser, donner énormément de crédit et de légitimité sur cette situation.
Après, faut pas non plus, voilà, si ce soir ça se passe mal, c'est logique aussi parce que Rennes est une équipe qui est bien classée. C'est une équipe qui est dimensionnée pour jouer la Ligue des Champions, certes pas avec succès, mais elle a joué. Donc moi en règle, enfin Pochettino, je pense qu'on sera amené à le revoir et on va en parler pendant longtemps puisqu'il a signé un contrat à longue durée. Oui, il sera pas viré demain. Voilà. Pas si long que ça, Nabil. Hein oui, mais enfin, il est. Non, mais un an et demi, c'est très court finalement pour un plus une option d'un an, plus une option d'un an. Ouais. Bon, je veux dire qu'on va en reparler la saison prochaine. Enfin, Raymond Domenech, on ne sait pas vraiment. On sait qu'en tout cas, il part sur une mission commando entre guillemets de 5 mois. Donc c'est vrai qu'il y a une curiosité. Moi, en règle générale, j'essaie de regarder le maximum de matchs. Nantes, je les ai pas beaucoup regardés. Quand je les ai regardés, j'ai vu qu'il y avait absolument pas d'âme. Donc ce soir, je vais quand même essayer de regarder le match de Nantes, non pas pour Nantes, mais parce qu'il y a Domenech, je vais être honnête, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est un événement. C'est un personnage majeur du football français sur les 30 dernières années, avec des hauts et des bas. Ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu sur un banc. Son nom a circulé au niveau de sélection nationale. D'ailleurs, on pensait qu'il allait reprendre plutôt des sélections nationales à un moment donné. Et puis, oui, voir aussi ce qu'il va essayer de proposer. Alors, même si c'est aujourd'hui difficile, mais en termes de jeu, en termes d'idées, il a peut-être évolué. Alors, c'est vrai qu'on le met dans un certain schéma. Il va blinder, blabla. Certes, il va peut-être blinder dans un premier temps parce qu'il faut. Il va certainement aussi soigner les têtes et c'est ce qu'il a besoin. Alors là-dessus, je pense qu'il a plutôt des atouts en termes de relationnel. Et après, au niveau football, voir qu'est-ce qu'il peut proposer. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, pendant ces 10 ans, parce qu'à un moment, il a dit, voilà, moi j'ai rencontré des entraîneurs, j'ai discuté avec des gens, j'ai regardé des matchs. Est-ce qu'il a pioché là-dedans? Est-ce qu'il va tenter des choses? Donc voilà, c'est tout ça qui m'a... Mais peut-être pas dans un premier temps. Là, quand même. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu quelques années sabbatiques, vous voyez. C'est surtout dans l'attitude, en fait, où tu vas obligatoirement voir un changement dans Nantes. Oui, mais qui court plus et que l'état d'esprit il change, je veux bien, mais je veux voir tactiquement, par exemple, dans 1, 2, 3 mois, est-ce qu'on va dire, tiens, il a bossé là-dessus, tiens, ça change. Tu vas pas avoir un changement tactique sur le match de ce soir. Mais je te parle sur la séquence et ce que j'attends de l'entraîneur, entre guillemets. Ce qui est intéressant avec Raymond, c'est que les 2 dernières missions, il avait une élite. Les espoirs, donc il avait les meilleurs espoirs français. Vous voulez dire que Nantes, c'est pas l'élite, c'est ça que vous dites? Pas encore. Peut-être qu'il l'a ramené dans le. Mais il avait la crème de la crème. Il a eu les meilleurs espoirs et puis après il a fait. Et là, c'est un club, c'est pas une sélection, c'est pas pareil. De France, avec etc. Donc oui, non, mais au niveau de la matière première, mais moi j'ai hâte de voir là comment il va bosser avec un effectif qui est effectivement moyen. Parce que quand tu bosses avec les meilleurs joueurs du monde, tu peux faire des grandes choses, tu peux. Oui, ils peuvent te gagner des matchs seuls. Ils vont comprendre plus vite. Forcément, ils sont meilleurs. Ouais. Mais là, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Tu voulais dire qu'il va faire comme Thierry Henry? Il y a quand même un objectif qui est quand même costaud, hein, parce qu'on sait que au mois de janvier, on a 6 journées de championnat, je crois. Ouais, c'est énorme. Donc c'est un truc de cinglé quand même, parce que en général, ceux qui arrivent ont plus de temps, ils ont le temps de travailler. Là, tu vas prendre 6 matchs de 6 journées de championnat. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment il va réussir à leur mettre la tête à l'endroit. Et fin janvier, on pourra faire déjà un premier constat. Et je le souhaite sincèrement pour lui, s'il y est arrivé, ça va être très intéressant pour le FC Nantes. Alors, on va retrouver David Ayello qui est ce soir du côté de Saint-Etienne pour le match entre Saint-Etienne et Paris. David, on parle beaucoup de Raymond Domenech là sur le plateau, mais au niveau de Mauricio Pochettino, est-ce qu'il y a une énorme attente, notamment du côté des supporters parisiens ? Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Oui, l'attente est énorme. D'ailleurs, on l'a vu hier avec la visioconférence qui a servi de présentation au coach argentin. Il y avait des médias internationaux qui ont participé à cette visioconférence. Il y avait ESPN pour les États-Unis, il y avait des médias sud-américains, il y avait évidemment beaucoup de médias français. Donc on voit que cette arrivée excite vraiment la presse, les supporters, on le voit également sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que cette arrivée, elle est passionnante quelque part. Il y a beaucoup de défis qui attendent l'ancien parisien. Il y a évidemment déjà le premier, il est comptable, il est immédiat, recollé au classement de la Ligue 1 puisque Paris est aujourd'hui 3e et c'est pas une position habituelle pour le Paris Saint-Germain à la mi-saison. L'identité de jeu, c'est le gros chantier qui l'attend également. Enfin, redonner une identité de jeu claire au Paris Saint-Germain, ce qu'on a globalement perdu sur la durée depuis l'ère Laurent Blanc. Et puis peut-être le troisième chantier colossal, c'est la gestion de Mbappé et de Neymar. En tout cas, leur implication dans le groupe. On sait que par moment, ils ont été capables de s'inscrire dans ce groupe et dans cette unité, dans cet état d'esprit, mais ça a été beaucoup trop épisodique. Et ça va être le gros challenge pour Pochettino que d'arriver à emmener ces deux joueurs-là, à leur faire comprendre que voilà, leur talent peut être utile à l'équipe, bien sûr, mais que l'état d'esprit est primordial pour lui. C'est d'ailleurs le mot d'ordre qu'il a répété en boucle lors de sa conférence de presse, à savoir qu'il attendait beaucoup de l'état d'esprit de ses joueurs. Donc énorme effervescence. Alors pas au niveau de l'ambiance ici, on est toujours à huis clos évidemment à Saint-Etienne, mais bien sûr au niveau des suiveurs du Paris Saint-Germain et des supporters, énorme attente autour de Mauricio Pochettino.
Merci beaucoup David, on reparle du PSG dans un instant, on verra notamment la compo de ce Paris Saint-Germain, les premiers choix de Mauricio Pochettino, on va voir les premiers choix de Raymond Domenech. Julien, est-ce que son équipe change beaucoup de celle de Christian Gourcuff? Oui, il y a quelques changements Estelle, en tout cas c'est la même équipe qu'on vous a présentée dans le journal de l'équipe ce matin, donc une formation en 4-4-2 avec le retour notamment de Khalifa Koulibaly, l'attaquant nantais qui sera titulaire ce soir aux côtés de Kolo Muani, et puis sinon au milieu de terrain on va retrouver Ludovic Blas, on va retrouver Abed, Louza ou encore en défense le capitaine Nicolas Palois. Thibaut Vézirian sur les réseaux sociaux, on est excité plus par Raymond Domenech ou par Mauricio Pochettino? Alors l'excitation, on va pas se mentir, il y a une attente envers Mauricio Pochettino. Pour autant, je crois qu'on n'a jamais vu autant de tweets, de messages concernant le FC Nantes. Alors Raymond y est pour quelque chose. Positif en plus. Raymond y est pour quelque chose parce que regardez, ça fait 10 ans qu'on n'a pas autant parlé du FC Nantes et rien que pour ça déjà merci Domenech. Pour autant, en effet, il n'y a pas que ça. J'ai trouvé d'autres personnes quand même pour le défendre. Bien sûr, article de l'équipe qui le compare Raymond à Julien Stéphan. Voilà, le plus jeune, le plus vieux de Ligue 1. Pour autant, on dit, je trouve maladroit, voire insultant de présenter continuellement Raymond par le prisme de son âge. C'est un entraîneur, point, on le jugera en fonction de ce qu'il apporte ou pas à Nantes. L'âge n'a rien à voir dedans, en effet. Le talent, on n'attend pas l'âge, etc., etc. Mais, sur les réseaux, on parle beaucoup du FC Nantes à cause de ça. Ces banderoles, les 300 banderoles disséminées dans la ville. Le FC Nantes est à vendre de partout. Les supporters sont en colère. Quitte à Out, quitte à Circus, vous le voyez, c'est hashtag. En 24 heures, plus de 2500 messages avec ces hashtags, comme quoi ils sont remontés. Dès qu'il fait quelque chose, Valdemar Kita, il est repris. Le masque, c'est comme les impôts, c'est bon, mais que pour les autres, lui dit-on, quand il est surpris à l'entraînement à ne pas mettre son masque. Voilà, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Ils sont là, ils le scrutent et ils le veulent le voir dehors sur les réseaux sociaux. Même les Rennais s'y mettent avec cette banderole, pas de pitié, enfoncer ces clowns. Voilà, les clowns sont bien sûr les adversaires nantais. Donc voilà, sur les réseaux, on nous dit quand même aussi, parce qu'il faut aussi parler du PSG, mais on en reparlera tout à l'heure, que le premier match sous Pochettino ce soir, ils ont hâte de voir ça. Donc il y a aussi beaucoup de messages concernant le PSG, on en parlera tout à l'heure. On a fait un sondage quand même, Domenech ou Pochettino, enfin bref, à l'arrivée, on a posé la question, plus de 2000 votants, comme quoi ça a assez été partagé, et à l'arrivée, c'est un tout petit brin d'avance pour Pochettino. Oui, c'est quand même un grand... Oui, 55%, c'est pas beaucoup. Oui, c'est quand même une victoire. On parlera justement demain aussi au Pochettino et de sa compo dans un instant avec un nouveau rôle pour Marco Verratti. Nabil Djellit, on parle de la Ligue 1 bien sûr, le grand retour, 18e journée avec l'une des affiches les plus attendues ce soir, c'est celle entre Marseille 5e et Montpellier 8e. On va retrouver tout de suite Mathieu Grégoire, notre correspondant du journal L'Équipe au stade Vélodrome. Bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on le sait Mathieu, Marseille traverse, on va dire une mauvaise passe en ce moment avec une série de 3 matchs sans victoire avant la trêve hivernale et puis des vacances compliquées également pour Jacques-Henri Hérault. Ça a été un peu chaud cet hiver à Marseille. Bonsoir à tous. Oui, on a eu déjà les résultats sportifs qui sont un peu en dedans, comme vous l'avez dit Estelle, avec cette défaite à Rennes qui a un petit peu interrompu la bonne passe des Marseillais en Ligue 1, des Marseillais qui avaient été décevants en Ligue des Champions et qui avaient tout misé sur le championnat, qui parlaient de ces 2 matchs en retard pour essayer de rivaliser pour le titre avec Paris, Lyon ou Lille. Et c'est vrai que cela a un peu interrompu ça. Donc il va falloir se remettre dedans sportivement. Et puis en coulisses, c'est vrai qu'on a passé des vacances assez musclées, assez tourmentées, surtout les dirigeants de l'OM, avec Jacques-Henri Hérault qui a une déclaration qu'on va dire malheureuse sur les salariés de l'OM qui devaient pas forcément être des supporters de l'OM ou des Marseillais originaires d'ici, et qui a été effectivement vilipendé sur les réseaux sociaux par des supporters aussi en direct. Je peux vous dire qu'il y aura des petites surprises qui lui sont réservées normalement ce soir par des ultras. Donc c'est vrai qu'il est en délicatesse suite à ses propos, et même au sein du club, même André Villas-Boas, ça les a fait un petit peu douter, ces propos. Mathieu, est-ce que vous pensez que Marseille joue gros ce soir face à Montpellier ? Il va falloir, en fait, si vous voulez, Estelle, faut retrouver une dynamique. Parce que là, vous avez un calendrier qui va être assez dantesque sur janvier-février, avec des matchs en retard qui viennent s'ajouter. Donc vous avez plus de Coupe d'Europe, mais vous avez ces matchs en retard. Vous avez aussi le Trophée des Champions contre Paris la semaine prochaine. Donc oui, enfin, ils jouent pas gros comptablement ce soir, mais pour relancer une dynamique, pour se redonner un petit peu d'air en janvier et puis ensuite enchaîner, ça serait pas mal. Parce que vous savez, André Villas-Boas, il a dit en fait, je reste à Marseille avec mes joueurs pour vivre l'expérience en Ligue des Champions. Cette expérience,
vacances, c'est terminé de la façon qu'on connaît. Aujourd'hui, il faut retrouver de l'allant, il faut retrouver un nouvel objectif. Et cet objectif, c'est le podium. Donc, il est très important pour l'état d'esprit de cette équipe de rester dans les bonnes eaux, dans les eaux dans le haut du classement. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce soir devant le stade Vélodrome. Marseille-Montpellier, donc est-ce que Marseille joue gros ce soir? Montrez-moi vos réponses, c'est un oui avec 2 points d'exclamation pour Jérôme Alonso. Oh oui, il n'a pas fait autant de haut. Très gros. Pour Thibaut Vézirion, oui, 3 points d'exclamation. Pour Julien Aliane, oui. Olivier Rouillet, oui. Également pour Nabil Djellit, 2 points d'exclamation, oui, c'est un très gros oui quoi. Je me rappelle, oui, c'est un très gros oui. C'est oui, quoi. Quand vous étiez en vacances, on a eu le débat, les dernières émissions juste avant le dernier match. Et pas mal de collègues la disaient non, ça va, il y a le temps. Non, mais la semaine avant la trêve, c'est 1 point en 3 matchs. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, avant, il y avait plus beaucoup de jeux, mais ça gagnait. À l'orgueil, un petit coup de chance, un petit coup de génie, un petit coup de paillettes, un petit coup de Benedetto, un petit coup de Mandanda. Là, s'il n'y a pas ça, on se rend compte que Marseille peut pas gagner un match de haut niveau. C'est pas infamant, c'est juste pas possible. Voilà, il y a plus fond de jeu, il y a plus cette réussite, il y a plus. Donc ce match contre Montpellier, où on peut dire qu'objectivement Montpellier joue mieux au football que Marseille. Déjà, il y aurait un signal envoyé, c'est-à-dire que le favori pour les 5 premières places, ça deviendrait plutôt Montpellier que Marseille. Il n'y a pas Savanier, ça rentre en ligne de compte. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et Montpellier peut passer devant Marseille, même si Marseille a 2 matchs de retard. Donc oui, pour toutes ces raisons, Marseille joue très gros. Il y a l'image que ça renvoie. Il y a ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe dans les hautes sphères du club. Oui, c'est un rendez-vous hyper important. On sait toujours, nous, qu'un match de reprise, il y a toujours un petit signal qui est envoyé. Et là, c'est un gros match pour Marseille. C'est un gros match ce soir. Donc ça, c'est vraiment c'est pas une finale, évidemment, mais c'est un match qui va compter. Donc pour eux, c'est un gros match ce soir, évidemment, qui va compter. Alors on va voir les 5 derniers matchs de Marseille. Effectivement, ça partait bien et puis ça s'est mal terminé. Exactement, Jérôme en parlait en début d'intervention. C'est 1 point pris pour les Marseillais sur les 3 derniers matchs. Vous allez voir défaite face à Angers, un match nul face à Reims, défaite face à Rennes et puis il restait juste avant ces contre-performances sur 2 victoires face à Monaco ou encore face à Nîmes. Alors on va écouter Steve Mandanda, le capitaine de l'Olympique de Marseille. Il ne s'est pas caché. Steve Mandanda, il faut rattraper cette série difficile. Écoutez. Le match de Rennes nous a fait mal, oui, c'est sûr, parce qu'on perd ce match alors que pour le coup on méritait pas forcément et on s'est énormément battu. Et ensuite, oui, Reims et Angers, ça a été beaucoup plus difficile. Il y avait beaucoup plus de fatigue, comme je l'ai dit, psychologique et physique. Beaucoup de joueurs jouaient avec des petits pépins physiques aussi, donc ça arrangeait pas aussi la chose. Malheureusement, comme j'ai pu le dire sur le dernier match d'Angers, on a un peu, on a fait une bonne première partie de saison en championnat et sur ces 3 derniers matchs, les résultats étaient pas là et c'est dommage. Donc il va falloir rattraper ça sur les matchs de janvier. Est-ce que Montpellier, c'est pas le pire club pour se relancer pour l'Olympique de Marseille? Non, parce qu'en même temps, c'est un super test. On va voir s'ils sont au niveau justement pour accrocher ce wagon de tête parce qu'ils peuvent être décrochés. Il y a 4 clubs derrière eux à 1 point. Ouais. Donc s'il y a un match important à gagner, c'est bien celui-là pour rester dans le wagon de tête. Mais non, je pense pas qu'ils le prennent comme un match compliqué. Enfin, bien sûr qu'il va être compliqué, mais pas un match de la peur, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt un match pour distancer pour eux. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre et rester dans le premier wagon pour rester compétitif, quoi. Mais c'est un vrai test pour eux parce que Montpellier est une sacrée équipe avec les deux, avec Delors et puis Laborde devant. Donc non, c'est un vrai test. On verra. Alors, on rappelle quand même que Marseille a 2 matchs de retard. C'est vrai que Marseille-Montpellier, c'est toujours très difficile à pronostiquer, hein, Julien. C'est vrai que sur les 10 dernières confrontations, c'est assez équitable entre les 2 formations. C'est équitable, même. Bah ouais, c'est 3 victoires pour Marseille, 3 victoires pour Montpellier, 4 matchs nuls. Donc voilà, égalité parfaite sur les 10 dernières confrontations. Le dernier match entre les 2 formations s'est soldé sur un match nul d'ailleurs, 1 partout. Très bien, merci pour cette précision. Voilà. Julien, Karine Galli est avec nous ce soir. On est hyper contents, évidemment. Karine Galli qui est devant le stade Vélodrome. Vous la voyez là, c'est le petit point rouge là. Vous voyez sur sur l'écran. Karine, merci d'être avec nous. On parle de l'Olympique de Marseille, évidemment, série compliquée avant la trêve. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Marseille ce soir face à Montpellier, Karine ?
Bonsoir à tous. Ce qui est sûr, c'est que Montpellier est très en forme hors de ses bases. C'est un petit peu l'inverse des saisons passées. Avant, Montpellier était très fort à la Mosson. Maintenant, c'est l'exact inverse. Ils ont perdu leur premier match de la saison à l'extérieur et depuis, ils restent sur 7 matchs sans défaite hors de leur base. Donc forcément, les Marseillais doivent s'attendre à un match compliqué. Mais André Villas-Boas ne veut pas se focaliser sur ce match de ce soir. Il veut vraiment prendre en compte janvier et février parce que c'est 2 mois très chargés pour son équipe. Et on va justement écouter l'entraîneur portugais. Les résultats vont être importants, comme vous savez. Je pense, de mon petite expérience ici, est d'arriver plus à côté du top, si on peut, vers mars. Et comme on a déjà parlé ici aussi, pour avoir un calendrier qui ne joue pas contre les gros. Alors ça veut dire que janvier, février, on joue. Beaucoup de matchs avec les adversaires directs. Et oui, ça peut être tournant j'espère, pour la meilleure façon pour nous. Voilà, janvier et février décisif pour André Villas-Boas. C'est quoi le calendrier de l'Olympique de Marseille ? Au mois de janvier, c'est compliqué pour l'OM. Il y a 6 matchs de Ligue 1, plus le Trophée des Champions, juste entre Dijon et Nîmes. Mais après, regardez, les 3 derniers matchs de l'OM, c'est face à Lens, face à Monaco ou encore face à Rennes. C'est du lourd pour l'Olympique de Marseille. Mais bon, à un moment donné, Olivier. Non, mais c'est pas du lourd, arrête. C'est pas du lourd. On va revoir. C'est le top 6. Mais le match le plus important, c'est celui de ce soir, bien sûr, qui va tout déclencher. Mais comment ça ? Parce que si jamais Marseille se rate au Vélodrome ce soir, ça va laisser une trace terrible. Il y aura des problèmes, c'est sûr. Mais n'exagérez pas. Mais non, mais j'exagère pas. Mais si. Mais genre, c'est le match de la peur. Mais vous verrez, parce que là, vous prenez un coup derrière les étiquettes. Parce que vous êtes tellement... Et nos amis l'ont bien expliqué. Oui. Il faut réussir, il faut avancer. Si jamais... Vous vous rendez compte ? Si ce soir, ils ne gagnent pas, oui, mais ils décrochent. Non, mais ils décrochent. Non, mais ça fait rien. Mais ils ont 2 matchs en retard. Mais arrêtez de parler avec les... Il n'y a rien de pire. Mais pourquoi ? Estelle, quand on se base sur ce qu'on a en retard, on est foutu. Oui, t'as raison. On est foutu. Basez-vous sur ce que vous réalisez sur l'instant. C'est ça le plus important. Oui. Vous gagnez ce soir contre Montpellier, les Marseillais costauds. L'inverse, alors on en reparlera avec grand plaisir. Vous verrez que c'est moi qui ai raison. Ne me montrez pas du doigt. Si, parce que c'est moi qui ai raison. Et vous verrez que ça va leur faire du mal si jamais ils perdent ce soir. Donc c'est primordial. Il faut qu'ils rentrent dans leur saison déchaînés et qu'ils activent. Et vous imaginez des Marseillais déchaînés, Nabil Djellit, ou pas du tout ce soir, justement ? Ils ont intérêt à l'être, parce que je suis d'accord, c'est le début d'un tournant, c'est un adversaire direct. Le début d'un tournant, ouais, parce que tout le monde... C'est une amorce de virage. Ils sont là. C'est après comment tu sers, quoi. C'est bien. Soit si tu prends trop large, tu risques d'être en difficulté. Si tu resserres dans la montagne. Si tu resserres à la corde, t'as plus de chances de sucer la roue, comme on dit en vélo, de Lyon, Lille et le Paris Saint-Germain. Je sais. C'est l'année du vélo pour moi, il y en a... Bon, c'est le calendrier comme ça. C'est le calendrier du sport. Pour moi, c'est l'année du vélo. Donc le ski la prochaine fois. C'est pas trop mon truc ça. Mais bon, continue. Non, mais pour revenir, il y a quand même Savanier qui est pas là. Je voulais quand même insister là-dessus du côté de Montpellier. C'est quand même un atout pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur important. On parle beaucoup du binôme Delors-Laborde et à juste titre, et également d'autres joueurs et un collectif intéressant. Mais Savanier, c'est le maître à jouer de cette équipe. Alors tu peux rajouter Mollet. Mollet, j'allais le dire. Et il y a Mollet qui est là, mais Savanier, c'est quand même pour moi le joueur plus au milieu de terrain. On a même fait des débats ici pour savoir si un joueur pouvait accrocher l'équipe de France. Donc c'est que c'est un joueur important quand même. Ça m'étonne. Si, je m'en souviens en première partie. Non, pas Mollet, non, Savanier. Ah, Savanier, ah oui, parce que je me disais, c'est marrant, ça me Savanier. Et après, Savanier, oui, on l'a fait, oui. Pour revenir à l'Olympique de Marseille, pour bien gérer leur vitesse de croisière sur la deuxième partie de saison, je ne sais pas si on en avait parlé, mais peut-être que plus que d'autres équipes, parce que pour moi, ils n'ont pas, par rapport aux 3 qui sont devant, ils ont un effectif qui est un peu plus faible. Ils ont besoin de se renforcer en pointe et ils ont besoin de se renforcer au niveau des latéraux, parce que Nagatomo et Sakai, franchement, c'est difficile. Ils sont un peu sur la jante. Il faudrait qu'Amavi revienne rapidement. Lanterne rouge, ça vous voulez pas... Non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais... C'est voiture balai, quoi. Bon, je vais pas y finir prendre un coup de balai ici. On est foutu. Non, mais le mercato pour l'OM est important, plus peut-être que pour d'autres clubs devant. Et encore, je sais que vous en avez parlé, mais il y a cette histoire encore de énième fois d'attaquants ou de grands attaquants. Oui, on va en parler. Et pas, allez-y alors. Non, mais pas tout de suite après. Ah, d'accord, ok. Donc, non, j'insiste sur le mercato. Et en fait, Marseille doit renforcer son équipe si elle veut espérer accrocher le podium, parce que sinon, pour moi, comme ça, c'est trop juste. Et pour ça, il faut être inventif, parce que pour l'instant, ils se trompent à chaque fois. Bah, si, ils ont pris un... Mais si, t'as quand même 15 millions sur l'autre, là, le pauvre Luis Enrique. Non, c'est 10. C'est 10. Oui, 10-15. Mais 10-15 que tu mettras pas ailleurs.
Et les Sky, ils sont à la poubelle. Attends, je sais pas si tu es au courant, il y a un head of football qui a été nommé et à l'OM, on a une stratégie. Oui, bah écoutez, pour l'instant, on la voit pas bien. On va retrouver Karine Galli, parce que tout à l'heure, vous avez été. Olivier Rouillet a été très virulent sur l'importance pour Marseille de gagner ce match, le match de la peur, le match à 6 points, enfin bref. Il nous a presque fait bien Olivier Rouillet. Et Karine Galli, qui est notre envoyée spéciale au Vélodrome, vous voulez réagir? Allez-y, Karine. Vas-y, ma Karine. Alors Dieu sait que je l'aime, mon Olivier Rouillet, mais là je l'ai trouvé un petit peu excessif. Évidemment que Marseille a envie de bien commencer l'année, c'est à peu près le cas de tous les clubs, mais les Marseillais sont pas au pied du mur. En plus, Nabil en a parlé aussi, il y a des absents à Montpellier, mais il y a aussi des absences du côté de Marseille. Il y a un Morgan Sanson qui sera pas là ce soir, il y a Amavi, et ça c'est un vrai problème au niveau des latéraux, et Nabil en a parlé. Marseille a une série de matchs, c'est janvier-février, c'est pas ce soir qu'on saura si Marseille est définitivement largué ou si Marseille peut vraiment jouer le titre ou le podium. Il faut arrêter. Et puis d'une certaine façon, ces histoires de 2 matchs en moins, finalement c'est bien de l'évacuer, parce que avant on disait toujours attendez, avec ces 2 matchs en moins, Marseille peut être potentiellement leader, Marseille peut être potentiellement sur le podium, etc. Et on a vu que finalement ils étaient un petit peu obsédés par ça, et leur petit bagage potentiellement qu'ils pouvaient avoir a fondu comme neige au soleil avec cette série de 3 matchs sans victoire. Donc finalement les Marseillais se retrouvent un petit peu en difficulté, et on l'a vu qu'ils savaient réagir. En Ligue des Champions, ils se sont fait ratatiner quasiment lors de toute cette compétition, et derrière ils arrivaient à faire des résultats en Ligue 1. Là ils sont attendus ce soir en Ligue 1, et on va voir si une nouvelle fois ils savent réagir, mais il n'y a pas non plus une urgence, un état d'alerte du côté de Marseille. Calmons-nous quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, Montpellier aussi un adversaire direct. Je suis pas totalement d'accord là-dessus, parce que les 3 devant, ils vont pas les attendre. Mais non. Mais déjà, il y a juste à regarder le classement. Enfin, le deuxième a 38 points et l'OM 36, et l'OM en a 28. Et je sais pas si je vous ai dit que Marseille a 2 matchs de retard. Non, mais on s'en fout des matchs de retard. C'est pas des matchs gagnés encore. Hein. Le problème, c'est que le nombre de points qu'il y a entre les deuxièmes et le nombre de points qu'il y a entre le 9e, c'est pas pareil. Bah ouais, c'est regardez. 27, 27, non, Marseille 28 et Lille 36. Et Angers 27. Oui. Mais c'est aussi psychologique. Ouais. C'est aussi psychologique, parce que si Marseille rate ce soir, c'est bien d'avoir eu le classement, mais non, mais t'as des autres qui lui passent devant. Bien sûr. Mentalement, tu te retrouves... Mais d'accord, mais enfin, il reste 21 journées. J'entends bien, mais c'est toujours le départ de... Mais c'est psychologique, mais c'est le départ de quelque chose. Et si tu le rates, ça peut te coller à le début d'un tournant. À la peau. C'est le début d'un tournant. Et après, tu rames. C'est dur. David nous l'a dit. Non, mais bien sûr. On est sur un rond-point, là. Non, mais la sérénité, elle n'est pas absolue au sein du club. Il y a les déclarations de l'entraîneur dans la presse portugaise. On a vu ce qu'il a dit. Jacques-Henri Hérault est encore... contesté comme jamais. Ils ont de la chance de pas avoir des supporters dans les tribunes du côté de l'OM. De toute façon, effectivement, non mais blague à part. Moi, c'est pas une blague. Non mais tu peux te planter, je veux dire, tu te plantes en janvier à Marseille, c'est pas se planter en janvier ailleurs. Et si c'est un contexte qui est particulier, c'est toujours pareil. Enfin, même tu te plantes en février, c'est... Enfin, non mais tu peux... Non mais le timing, Jérôme, là, on est au mois de janvier. Ce match, c'est un gros match. Le mois charnière, c'est février-mars. Donc s'il n'est pas dans les 5 au mois de début février, dans le mois de février, mais ça va être super compliqué. Il n'accrochera jamais le podium. Le podium, tu le chopes pas en janvier, en février, mais tu peux le perdre en janvier, en février. Oui, bien sûr. C'est très beau. Ce sera donc le mot de la fin. C'est beau. Nabil parlait des supporters. J'aurais envie de vous parler de l'apaisement sur des supporters, parce que Karine, elle nous a éloigné un petit peu de l'Orange Vélodrome, mais moi je vous amène dedans. Ce soir, il y aura une belle banderole. Bonne année. Vous voyez, les supporters, les South Winners, ils sont sympas, tout va bien. Et en fait, quand je creuse un peu, je me dis que quand je vois l'affiche du match de ce soir, c'est chouette aussi. OM Montpellier, c'est de la communication Jacques-Henri Hérault, c'est magnifique. Voilà, en plus l'affiche, elle est même à vendre parce que on favorise les artistes locaux. Regardez, voilà, il y a un artiste local qui vend son affiche 39 €, il y en a 150, c'est magnifique. Sauf que quand on creuse un petit peu plus loin sur les hashtags qui concernent les Marseillais, est-ce qu'il y a des encouragements, des trucs? Bon, on retombe là-dessus très très vite. Des affiches et encore des affiches, des détournements, des parodies, ça lui va moyen. Et puis d'autres messages, là plus durs encore, en ville, partout, devant l'Orange Vélodrome, vous voyez des affiches.
Partout. Je vous en ai montré sur les voitures, dans les voitures hier. Là, ça continue en fait sur les panneaux qui ont été. C'est la mode des affiches comme à Nantes en fait tout à l'heure. Et là encore en plus gros, carrément donc en pleine rue avec des banderoles pour se manifester puisqu'ils ne peuvent pas venir au stade. Ils ont prévu des choses pour ce soir apparemment, mais là en ville c'est très présent. Donc Jacques Henriero qui cristallise l'attention plus que l'équipe en ce moment sur les réseaux. C'est sympa vos tendances France là sur les. Oui, Place Saint-Dizier dans un titre. Oui, le numéro 1 était c'est étonnant. On peut aller voir. En effet, il y a beaucoup de regardez le numéro 1. Voilà. Place Zizi dans un titre, donc voilà, le hashtag a été lancé, les 12 coups de Zizi, etc. On pourra jouer pendant la pub. C'est ce que j'allais vous dire, nous allons pouvoir jouer pendant la pub, puisque la pub c'est maintenant. Dans un instant, on retrouvera la petite lucarne, Pierre-Antoine Damecourt, le foutoir, évidemment toutes les infos foot du jour, le foutoir mercato, les infos, les rumeurs de transfert. On parlera également du Paris Saint-Germain, 9 absents du côté du PSG ce soir. Est-ce que le PSG est prenable par Saint-Etienne? À tout de suite. Et on commence. Oula. Ça m'a un peu surpris. Ça pue. On commence avec la décision du jour, Julien. Oui, Téléfoot, la chaîne diffusera la Ligue 1 et la Ligue 2 jusqu'au 20 janvier inclus à minima. C'est-à-dire que le trophée des champions là, entre le PSG et l'OM, le 13 janvier sera sur Téléfoot. Aussi en codiffusion sur Canal+, la 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que le match en retard prévu le 20 janvier donc entre Marseille et Lens, seront sur Téléfoot, la chaîne. Non, c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien parce qu'on avait reçu un petit mail disant que c'était jusqu'au 10. Eh oui, ça prolonge de 10 jours encore. Voilà, au moins on voit du foot et on Exactement. est content. La volonté du jour. Ouais, une réflexion est en cours pour protéger la Coupe de France afin qu'elle se dispute en dépit de la pandémie de coronavirus. Les décideurs sportifs et politiques pourraient sanctuariser la compétition en autorisant les clubs amateurs encore en lice à reprendre l'entraînement afin qu'ils puissent jouer leur match. D'ailleurs, demain aura lieu le tirage au sort du 8e tour et des 32e de finale avec l'entrée en lice des clubs professionnels. C'est très étrange. Comment on va bien Personne ne peut rien faire, mais les amateurs pourront jouer au football. Oui. C'est-à-dire que là, les volleyeurs vont dire et nous, les basketteurs vont dire et nous, les handballeurs. Surtout que pour le premier, c'est les amateurs pour tout le monde. Et puis les amateurs, en fait, ils ont un métier, une famille. Je comprends. L'intention est belle et louable, mais c'est juste pas. Enfin, actuellement, ça me semble juste pas faisable. C'est tout. Voilà, pour l'instant c'est un rêve, c'est une utopie là. Ça ne peut pas arriver en fait. Non. Ça paraît, ça paraîtrait quand même très étonnant. En fait, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'ils avaient fait au début. En fait, au début, la FFF voulait absolument tout supprimer, même la Ligue, même machin, plus aucun match. Et puis là, maintenant que c'est la Coupe de France, faut faire tout ce qu'il faut pour essayer de jouer. Donc c'est un peu. Après, c'est une compétition, qui a une histoire comme ça. Une histoire avec 2 semaines d'entraînement et se taper des pros, ça va être compliqué, je vous le dis, pour les amateurs. Oui, mais maintenant que je suis amateur, madame, je sais ce que c'est. D'accord, mais vous avez envie de rejouer contre les professionnels, Pierre. Oui. Alors, vous voyez, même avec une semaine d'entraînement, vous en fichez. Oui, Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est le plaisir. Mais si on peut pas, on peut pas. L'exigeant du jour. Oui, c'est Christophe Galtier qui veut enchaîner contre Angers après la belle fin d'année 2020. Du LOSC, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Le coach lillois insiste, il faut continuer sur cette belle lancée. Écoutez-le. On a de bonnes sensations, j'ai de bonnes sensations sur les 4 jours qu'on vient de passer ensemble. Évidemment que j'avais de très bonnes sensations avant les fêtes de Noël sur la série que nous avons fait. Voilà, on repart sur quelque chose. J'ai vu les prestations d'Angers, on connaît leur jeu. J'ai vu le match les matchs qu'ils ont pu faire. J'ai vu leur match à Nantes, j'ai vu leur match à Rennes. Voilà, j'ai vu beaucoup de matchs d'Angers. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui a beaucoup de qualité sur les transitions, défense-attaque. Voilà, il faudra qu'on arrive à emballer le match, à imposer un rythme de jeu et éviter de se faire contrer. Vous croyez à Lille cette saison, Nabil ? Vu ce qu'ils ont proposé, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, notamment avec un calendrier assez dense, vu la qualité de leur jeu, le contenu, leur effectif aussi, qui est un effectif avec des joueurs titulaires, mais des joueurs remplaçants qui sont quasiment au niveau des titulaires. Et s'il n'y a pas de grande braderie, comme cela a été plus ou moins perçu avec le changement de propriétaire, c'est une équipe pour moi qui terminera sur le podium du championnat de France. Alors à quelle place, je peux pas vous le dire, mais oui, je crois en Lille. En plus, vous avez un manager qui tient parfaitement ses troupes et qui travaille bien. Je pense qu'il y a un destin collectif. On sent que c'est une équipe qui est soudée. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelques cas de Covid, je crois, qui seront pas présents, notamment Yazice, si je dis pas de bêtises. Selic. Pardon ? Selic, les 2 Turcs qui sont quand même des joueurs importants. Oui, moi je crois. Leur dernière défaite, j'ai regardé, c'est contre Brest en championnat de France, 3-2, et encore ça avait été un match spectaculaire parce qu'en deuxième mi-temps, ils auraient pu très bien revenir. Lille, franchement, s'ils terminent pas sur le podium, c'est une déception.
Écoutez, nous verrons déjà ce soir ce que ça va donner. Le départ du jour. Oui, c'est Bruno Genesio qui quitte le Beijing Guoan. Il est arrivé en fin de contrat. Il n'a pas prolongé avec le club chinois, qui l'a remplacé dans la foulée par Slaven Bilic. Slaven Bilic qui avait été limogé en décembre dernier par West Bromwich Albion. En tout cas, Bruno Genesio, lui, veut profiter de sa famille après 6 mois passés quasiment dans une ville à cause du Covid-19. Il s'est confié à notre collègue Hervé Penaud sur le site L'Équipe. En revenant, je me suis rendu compte à quel point l'éloignement est un manque. J'avais besoin d'être là pour mes enfants. Ça a été très dur pour eux aussi, mais ça s'arrête en très bon terme avec Guoan. Et j'ai remercié mon président avec qui ça s'est super bien passé. Là, j'ai envie de faire un break. Mais c'est beau quand même, parce qu'il avait bien réussi, Genesio, et il nous avait raconté en direct dans l'émission justement son quotidien pendant plus de 6 mois où en fait il restait cloîtré dans un hôtel sans voir sa famille. C'est un bon prétendant pour la Ligue 1, Bruno Genesio? Ah mais complètement. Là, il n'y a même pas de souci à se faire là-dessus. Moi, je pense que tout ce qu'il a fait à Lyon, même s'il a été beaucoup critiqué, a été très positif. Ouais. Là, il réussit très bien en Chine aussi. Non, Bruno est quelqu'un de compétent, qui sait ce qu'il veut et il dirige fort bien, il manage fort bien son équipe. Bien sûr qu'il a tout à fait la stature pour être entraîneur en Ligue 1 sans problème. Mais c'est vrai qu'on a envie de le revoir quand même. Mais moi, je partage totalement ce qu'a dit Olivier. Avec tout ce qu'il a pris dans la figure. Souvent, le défendre sur le plateau, on n'était pas nombreux. Non. Je trouve qu'au niveau stats, résultats pur et dur, ce qu'il a fait à Lyon, excusez-moi, dans le contexte dans lequel il l'a fait, c'est remarquable. Je trouve qu'humainement, c'est un garçon remarquable, qui s'exprime très bien devant les médias, qui a fait progresser beaucoup de joueurs, qui a fait progresser son groupe, et je serais ravi. Et ça serait mérité de revoir dans un bon club de Ligue 1 l'année prochaine. Et oui, et on a très envie de ça. Ouais. Donc, welcome. Et l'info quand même a fait sourire sur les réseaux avec 2-3 vannes de supporters un peu sniper. Bruno Genesio de nouveau libre de s'engager avec l'OL pour la saison 2021-2022. Bah oui, pourquoi pas un retour, à vrai dire, puisque c'est la fin du contrat de Rudy Garcia et de son staff. Autre vanne, bilan du passage de Genesio en Chine, une pandémie mondiale. Voilà, c'est un autre type de vanne. C'est factuel, vous allez encore dire que les Lyonnais exagèrent. À peine, voilà. Ouais, non, moi je trouve ça pas drôle. Je trouve ça particulièrement, je vais être vulgaire, je trouve ça dégueulasse. Non, mais c'est une vanne, ah bah non, mais je l'apprécie pas du tout. Je trouve ça. C'est pas lui qui a amené le Covid. Non, mais j'en sais bien, mais je trouve ça totalement déplacé. Mais alors totalement. Dans le contexte actuel, moi je suis pas d'accord là-dessus. Ça me fout en colère. Le mec qui aura en face de moi, je lui mettrai une. Moi, je suis d'accord avec vous. Ah, mais carrément, mais enfin, c'est une blague, Olivier. Non, mais je on n'a déjà plus rien dans ce monde. Je ne l'apprécie pas du tout. Je trouve que c'est fort mal placé. Même si c'est une blague, je ne l'apprécie pas du tout. Je suis désolé. Faites un compte Twitter, Olivier, pour nous faire part de vos énervements. Faites un compte Twitter, je vous le dis. Non. Mais si. Apparemment, ça défoule. Non. Ça permet de se défouler. Ah oui. Ah bon? Alors je vais y aller alors. Vous devriez, Olivier. Ça nous régalerait. Mais est-ce que ce serait pas leur année, là, franchement? À Tottenham? Mais bien sûr. Je sais pas si ce sera leur année, mais en tout cas, j'ai regardé le match. Franchement, après, il jouait contre une équipe de D2, Championship. Et c'était vraiment pas mal. Franchement, c'était un gros match. Mais c'est une armée. Ils sont infernales. Puis quand Moussa Sissoko est dans ses œuvres comme ça, c'est quand José poste encore une vidéo à minuit à ses abonnés, 1,7 million sur Instagram, on se régale. Petite vidéo avec le staff où il arrive en empereur, voilà, il arrive vraiment la tête haute comme d'habitude, vous allez me dire, mais c'est du grand José avec en légende Wembley, on arrive. Voilà, les applaudissements, José la classe, Estelle. Évidemment, mais je n'ose plus liker parce qu'après vous me montrez à l'antenne que j'ai montré. L'avènement du jour. Oui, c'est l'Atlético de Madrid à 21h sur la chaîne L'Équipe, deuxième tour de Coupe d'Espagne. Ce sera commenté par Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarago. À l'occasion de voir Thomas Lemar aligné normalement par Diego Simeone, qui l'a encouragé en conférence de presse. Écoutez-le. Si l'un d'entre vous avait vu un de nos entraînements, vous auriez pu vous demander comment il est possible que Lemar ne joue pas. Il montrait dans les entraînements tout ce qu'il ne pouvait pas démontrer dans les matchs. Dieu merci, ces derniers temps, il a commencé à mieux jouer. Il a mieux géré le match et a eu plus de continuité et de confiance. Cela nous donne une possibilité importante pour l'équipe. Ça va lui mettre du baume au cœur à Thomas Lemar. C'est un super joueur. Le mot perdre confiance, voilà. Vous, dans un dico du sport, vous mettez perdre confiance, vous mettez Thomas Lemar à côté, c'est ce qui s'est passé. En l'espace d'un an, 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais. Mais il y a eu ce match en équipe de France où il était fantastique. Pour les Pays-Bas. Il y a eu 9 sur 10. Mais 2 mois après, c'était voilà, c'est disparu des écrans radars, quoi. Et là, il a le coach, voilà, qui peut le relancer un peu tout, mais voilà, c'est incroyable, typiquement, le joueur qui n'y arrive plus.
et qui est un super joueur. C'est un joueur génial, on est tous d'accord pour ça. Hein. Espérons pour lui, et puis il n'y a pas que ce club-là dans la vie. Peut-être qu'un jour il rebondira ailleurs. Il y a le Bayer Leverkusen qui était sur lui. Mais voilà, il ne faut pas qu'il lâche, parce que c'est vraiment un très très gros joueur. Et apparemment, il a confiance donc de son coach, Thomas Lemar, donc ce soir, hein, peut-être donc sur la chaîne L'Équipe, avec l'Atlético Madrid, le classique du jour. Oui, on va filer en Italie. AC Milan, Juventus, choc de Serie A. L'AC Milan, leader du championnat, qui reçoit le nonnuple champion d'Italie en titre, 5e et distancé de 10 points, la Juve. Forcément, à la une des quotidiens sportifs italiens comme la Gazzetta dello Sport, loterie pour le titre de champion d'Italie. À noter qu'il y a des cas quand même de coronavirus dans les deux équipes. Rebic, Krunic positif du côté du Milan et Quadrado, Alexandro du côté de la Juve. Et Zlatan qui est pas là surtout. Et oui, qui est blessé. Enfin, je veux dire, bon, c'est important quand même Zlatan Ibrahimovic sur ce genre de rendez-vous parce qu'il va y avoir quand même un aspect expérience qui va rentrer en ligne de compte. Le Milan a la possibilité d'écarter presque définitivement la Juve de la course au titre. L'Inter vient de perdre cet après-midi face à la Sampdoria. Je regardais la fin du match avant d'arriver, mais cette équipe du Milan, elle est rafraîchissante. Elle a des ressources même sans Zlatan Ibrahimovic. Il y a des joueurs qui sont extrêmement intéressants, dont un Français dont on a parlé ici à plusieurs reprises, Théo Hernandez, qui est sur le côté gauche, absolument une fusée incroyable. Enfin bon, c'est dommage pour lui qu'il soit pas latéral droit, parce qu'en équipe de France, c'est vrai qu'il y a abondance de biens, et quand on sait qu'un garçon comme Ferland Mendy n'est pas appelé alors qu'il est titulaire au Real, c'est vraiment la grosse affiche, et surtout, ça replace un peu plus le championnat d'Italie parmi les gros championnats européens. Oui, puis enfin un suspense, parce que d'habitude le championnat d'Italie c'est plié avant même que ça démarre. Tout à fait. Naples a fait semblant de faire la course plusieurs saisons avec la Juve, et c'est peut-être Milan ou l'Inter qui va finir par faire tomber cette Juve qui est en phase de transition, sans le dire, parce qu'il y a un nouvel entraîneur également avec Pirlo, mais ce soir il y a quand même Cristiano Ronaldo, et voilà. Et je pense que la Juve ce soir, il faut absolument qu'il gagne, sinon c'est un tournant comme pour Marseille, mais dans un début de tournant. Le début du tournant. Là c'est la fin du tournant. Là, ça y est, ils ont enclenché. Là je vous le dis, soit il gagne, soit c'est la sortie de route. Oui, très bien. Très bien. Vous aviez oublié quelque chose, Julien, je crois. Oui, on voulait écouter Andrea Pirlo. Pour lui, justement, c'est pas un tournant. Cette affiche, c'est dommage. Ce choc de la Serie A, écoutez-le. Il a raison. C'est un match important mais pas décisif. Nous connaissons l'importance de cette affiche et pas seulement pour le classement. C'est toujours fascinant de jouer à Milan-Juventus pour les joueurs mais aussi pour les entraîneurs. Nous essaierons de faire le meilleur match possible, mais je ne crois pas qu'il soit décisif. Voilà, Andrea Pirlo qui n'est pas d'accord avec Nabil Belli, je me demande qui a raison. Enfin, on pourrait faire un petit sondage sur Twitter. Le bankable du jour. Eh bien, c'est Marcus Rashford qui devient le joueur le plus cher du foot, hein, selon l'Observatoire du football. On vous a fait le classement. Le joueur de Manchester est valorisé à 165 millions d'euros. Il devance Erling Haaland, Trent Alexander-Arnold, Bruno Fernandes et Kylian Mbappé qui est 4e, en raison notamment, visiblement, de la courte durée de son contrat qui se termine en juin 2022. Neymar, lui, sa valeur a chuté. En janvier 2020, eh bien, il était estimé à 100 millions. Aujourd'hui, il serait estimé seulement à 32 millions. Mais il faut que Marseille fonce, là. 32 millions, c'est une affaire. Hein. C'est quand même très bizarre, ces classements. Non, mais parce que c'est lié aussi à l'âge, au potentiel, la contractualisation. Après, c'est comme le classement FIFA. Parfois, c'est des tendances lourdes. Alors, dans le cas de Neymar... Neymar, s'il est à 32 millions, tous les clubs le veulent. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais en revanche, ce qui est intéressant, et Julien l'a dit, c'est Rashford qui se resitue un peu... dans l'imaginaire, vraiment dans les top aujourd'hui. Pourquoi pas potentiellement un jour capable de gagner un ballon d'or? On ne l'aurait pas dit il y a un an ou deux. On parlait plutôt d'Mbappé éventuellement. Non, mais Rashford, il y a plus que le foot en plus. Ah oui, il y a tout ce qui véhicule et tout. Donc ça compte quand même. Franchement, il tient la limite. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est pas que le foot, ça dépasse. Et Rashford, c'est encore autre chose. Voilà, c'est quelque chose en plus. Et ce qui est assez dingue, c'est que chez les supporters, en plus, les courbes se sont inversées avec Kylian Mbappé. Dans les messages positifs, avant, c'était Kylian Mbappé qui en avait beaucoup plus que Rashford. Et désormais, c'est le contraire. Et il a pris des millions d'abonnés. En effet, cette année 2020 était décisive, avec donc là 9,5 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur Twitter. Des messages comme là pour la fin d'année où il appelle à chaque fois à la solidarité, la compassion, à aider les plus pauvres. Pour autant, en effet, ça a été remis en cause, hein, ce classement, puisque si on va sur Transfermarkt, qui est aussi une référence, Marcus Rashford, il reste à 80 millions d'euros, tandis que Kylian Mbappé est encore à une cote à 180 millions d'euros. Ah oui. Donc voilà, bon, Mbappé, Et Neymar à combien? Et Neymar, lui, il est à 128 millions d'euros.
Ça paraît déjà un peu plus, Vous me dites, un peu plus crédible. Le beau geste du jour. Oui, de Marseille, avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui commence. Le club marseillais affiche sa solidarité. Le club propose de mettre à disposition de l'Agence régionale de santé des locaux au sein du stade Vélodrome afin de faciliter l'organisation de la campagne de vaccination, indique Marseille dans un communiqué ce matin. Écoutez, ce serait bien, mais voilà. C'est pas gagné actuellement. Un peu de temps. Je ne veux pas me mêler de ça, mais enfin quand même. Bon, dans un instant, nous rejoindrons Candice Roland qui va commenter pour nous les premières périodes de 5 matchs de Ligue 1. Ce soir, on parlera du Paris Saint-Germain. Le PSG est-il prenable? Le PSG qui compte 9 absents ce soir face à Saint-Etienne. Ce soir, 21h, on attend bien sûr le Paris Saint-Germain version Maurizio Pochettino. Le PSG qui se déplace à Saint-Etienne. On va retrouver tout de suite David Aiello devant le stade Geoffroy Guichard. Et David, malheureusement, pour Maurizio Pochettino, il y a beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain. Une équipe du PSG qui devrait être un peu amoindrie ce soir. Ils sont effectivement assez probables du Paris Saint-Germain avec les 9 absents que l'on connaît. Je les rappelle quand même rapidement. Kurzawa, Bernat, Kimpembe, Florenzi, Paredes, Danilo, Rafinha, Neymar et Icardi. Ça fait évidemment beaucoup de monde. Du coup, la compo probable, elle est quasiment, on peut la deviner. C'est celle qui a filtré dans la presse, notamment dans l'équipe ce matin, avec Navas dans les buts. Le retour à une défense à 4. On sait que tout le mois de décembre, le Paris Saint-Germain de Tourelle a évolué avec 3 défenseurs axiaux. Là, on repasse à 4 avec Bakker, Kerrer, Marquinhos et Dagba. La grande nouveauté, a priori, ça va être la position de Marco Verratti, en tout cas quand le Paris Saint-Germain en aura la balle, puisqu'on annonce un Marco Verratti en position de meneur de jeu, peut-être même quasiment numéro 10. Donc Verratti, Gay, Herrera au milieu de terrain, et puis donc Mbappé, Keane et Di Maria pour l'attaque. Donc évidemment, la position de Marco Verratti sera très attendue, puisque ça fait des lustres qu'on ne l'a pas vu dans cette position de meneur de jeu. Il l'a parfois fait avec l'équipe d'Italie, il l'a fait également au tout début de l'ère Emery. Donc voilà, on va suivre cette évolution de Marco Verratti avec beaucoup d'attention ce soir. Et nous aussi, on va suivre ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Merci David. 9 absents donc du côté du Paris Saint-Germain, un nouveau coach. Est-ce que le PSG est prenable ce soir? Montrez-moi vos ardoises. Prenable oui, par Saint-Etienne, c'est moins sûr. Non, pour Pierre Boubi, pas prenable. Thibaut, pas du tout. Julien, Olivier, on en est où là? Oui, je note, excusez-moi, je suis en retard. Oui, un peu. Oui, un peu, surtout pour répondre ça. Oui, merci. Saint-Etienne peut le faire. Oui, un peu, oui, bof, quoi. Enfin, vous savez pas, quoi. Oui, non. Oui, non, je sais pas. J'avoue que... Non, mais vous avez raison. J'avoue que je suis un peu dans l'inconnu parce que je connais pas véritablement la force de Saint-Etienne, même s'ils ont un peu mieux fini la fin de saison. Mais oui, c'est mieux là quand même. Oui, c'est mieux, certes, mais bon. Alors après, l'inconnu Verratti, bon, moi ça me gêne pas beaucoup parce qu'il y a quand même deux bons joueurs aussi à côté de lui, donc ça peut être intéressant. Bon, pour moi, le point le plus faible, ça sera toujours ce problème défensif quand même du côté du PSG. Donc j'espère que Pochettino aura bien concentré les joueurs, il les aura bien dirigés pour que ça aille mieux dans leur tête et dans leur positionnement. Mais bon, j'ai un petit peu de doute quand même. Je suis pas sûr. J'étais sûr ce matin, mais... Quand tu as les problèmes défensifs, jouer contre Saint-Etienne, c'est pas mal du coup. Oui, en même temps. Non, mais Saint-Etienne qui va mieux quand même. Ils ont stoppé l'hémorragie là en fin d'année 2020. Ils restent sur 6 matchs sans défaite, les hommes de Claude Puel. Regardez, mais c'est seulement 8 points pris sur les 18 possibles. C'est une victoire à Bordeaux. Et donc 5 matchs nuls pour les Verts. Vous avez parlé de Marco Verratti. Olivier, est-ce que Marco Verratti, dans un nouveau poste un petit peu plus offensif, est-ce que c'est une bonne chose pour vous, Jérôme, ou est-ce qu'il se trompe, Maurizio Pochettino? Déjà, quand il y aura Neymar, on verra, il ne pourra pas jouer au même endroit. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, là, pour ce soir, on en parlait en antenne avec Pierre tout à l'heure, ça n'a pas vraiment un vrai numéro 10, je pense. Ça va être un rôle un peu hybride, où il va aller, lui, apporter la transition et le surnombre un petit peu plus haut. Et surtout qu'il a lui, 2 joueurs très capable de lui fournir à lui la première relance. Parce que c'est ce que faisait lui avant. Là où il était important dans le jeu du PSG, c'est qu'il récupérait, ou quand la défense en récupérait, on passait par lui, et lui éclairait le jeu tout de suite par une passe, ou par une feinte. Là, il va être un cran plus haut. Donc, c'est Herrera et Gay qui auront un rôle très important. Verratti, une fois qu'il aura un ballon avec le contrôle orienté face au jeu, il sait faire, évidemment. Mais c'est un essai, c'est une tentation. Il y avait écrit dans l'équipe ce matin, plus qu'une certitude à venir. C'est même pas un pari, c'est pour voir. Parce que quand Neymar sera là, Verratti jouera peut-être un peu plus haut, mais jamais aussi haut que ça. Donc oui, pour ce soir et pour un match de reprise contre une équipe qui doute, évidemment, pourquoi pas. Mais à long terme, ça m'étonnerait qu'on le voit là souvent, dans cette équipe-là.
Est-ce que, à votre avis, la manière sera aussi attendue que la victoire, on va dire, du côté du PSG ce soir? Pochettino a beaucoup parlé de style hier en conférence de presse. De toute façon, voilà, il est averti. Donc, à un moment donné, faut qu'on voit sa patte aussi dès le premier match. Il arrive, je pense que sa vraie force, en fait, c'est le management. Il va réussir à dire à ses joueurs pourquoi ils font des efforts et pourquoi ils vont devenir des grands joueurs parce qu'ils vont faire des efforts. Je pense que c'est vraiment... Ils savent, non, quand même on dirait que non, apparemment. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va arriver avec un nouveau souffle, un nouveau discours et une exigence qui va leur permettre de comprendre pourquoi ils ont cette exigence-là. Moi, c'est vraiment ça que j'attends en fait de Pochettino. Après, on parlait tout à l'heure de Verratti en numéro 10. Faut pas croire qu'il va jouer derrière l'attaquant. Verratti va se mettre là. Quand il va être plus haut, Gueye et Herrera seront plus bas. Et quand il sera plus bas, Gueye et Herrera seront plus hauts. C'est juste une histoire d'équilibre. C'est aux deux d'équilibrer le territoire et le mouvement de Verratti. Mais voilà, il y a pas. Franchement, je vois pas une révolution dans ce premier match. Mais je pense quand même qu'on va voir un autre PSG que ces derniers temps. De toute façon, ça c'est sûr à mon avis. Il réussit bien ses premières, Pochettino, ou pas, Julien? En tout cas, il les perd pas. Ses premières quand il démarre avec un nouveau club, Mauricio Pochettino. On est remonté à ses débuts avec l'Espagnol Barcelone. C'était Coupe du Roi face au Barça, derby. Match nul, 0-0 entre les deux équipes. Avec Southampton, pareil en première ligue, 0-0. Et puis avec Tottenham, premier match, première victoire. C'était en août 2014 face à West Ham avec un but dans le temps additionnel d'Eric Dyer. Ça doit être quoi son premier chantier à Pochettino pour vous, Nabil? Pour moi, son premier chantier, tout le monde va dire le jeu, l'état d'esprit, faire courir les joueurs, mais moi je pense que son premier chantier, c'est d'avoir des résultats. Pour gagner de la sérénité, de la légitimité. Le match face à Barcelone... Il a un peu de temps quand même, non? Pardon? Il a un peu de temps quand même, un peu de... Ça va vite là quand même, non? Je veux dire, le match face à Barcelone, pour moi, il va arriver assez vite. Est-ce que tu as le temps? Alors peut-être tu peux remettre des choses en place, changer de schéma tactique, relancer certains joueurs. Ce qui est important, c'est aussi les joueurs peut-être ce soir qui sont pas habituellement titulaires. Ils vont vouloir peut-être se dépouiller pour essayer de reprendre un peu de crédit. Genre Gueye ou Herrera. Moi, je pense à Gueye en particulier, qui avait fait de très bons débuts quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, qui a un peu disparu de la circulation. Alors certains disent qu'il n'a pas de niveau, mais en Angleterre, il avait en tout cas le niveau et il se classait parmi les meilleurs à son poste. Pour moi, ça ne veut pas dire que c'est un joueur qui est fini et loin d'être là. Non, le premier chantier, c'est l'état d'esprit, de retrouver un bloc équipe, de voir des joueurs concernés, impliqués. Il demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. On va voir si les gars devant... Ils vont courir pour les autres, parce que si les autres derrière ils se planquaient au bout d'un moment, parce qu'ils en avaient marre de voir les autres pas courir et se manger les vagues pour eux, donc forcément ils accompagnaient pas toujours leurs attaquants et l'équipe était parfois disloquée en deux. Son principal chantier, c'est l'état d'esprit de cette équipe. Après les résultats, mais pour moi les résultats, c'est ce qui te permet de tout améliorer, quoi. Le talent ils l'ont déjà en fait. Oui, voilà. Mais là on peut pas savoir parce que de toute façon il y a 9 absents. Neymar il est pas là parce que la clé c'est Neymar. Voilà, c'est comment va se comporter l'équipe avec Neymar et comment va se comporter. Mais tu sais comment elle se comporte l'équipe sans Neymar ou sans Mbappé, on le sait. Oui, peut-être qu'avec un nouveau coach. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais j'espère. Moi, j'en suis pas convaincu, mais bon, on le sait comment elle se comporte. Dès que Neymar ou Mbappé ne sont pas là, il y a beaucoup plus de fluidité dans le jeu. Et ils gagnent pas pour autant. J'ai pas dit, mais il y a un comportement commun qui est beaucoup plus collectif et beaucoup plus. Je trouve, moi, plus intelligent. Les deux autres, on sait qu'à chaque fois, ils veulent faire la différence, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça sera tout son travail. Mais le vrai chantier, il est là, en fait. C'est d'arriver à faire jouer le PSG avec Mbappé et Neymar, comme quand ils sont là et quand ils sont pas là de la même façon. En fait, il est là son défi. On est bien d'accord. Juste, évidemment, vous avez connu plusieurs entraîneurs, des nouveaux entraîneurs qui arrivent. Quand on est joueur, que le nouvel entraîneur arrive, est-ce qu'on fait un peu le Fayot ou pas du tout? Est-ce qu'on va faire un peu plus d'efforts lors du premier match que ce qu'on faisait avec un ancien entraîneur ou pas du tout? Il y en a, ils sont Fayot même sans nouveau coach. Oui. Ça les empêche pas. Non, mais bien sûr. Non, mais là, c'est Fayot sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Fayot, c'est pas Fayot, mais c'est que. Alors moi, par exemple, ça m'arrivait à des moments où j'étais pas titulaire. Et effectivement, les premiers entraînements, t'as envie de montrer autre chose parce que les cartes sont forcément un petit peu redistribuées, c'est tout. Donc il y a une intensité un petit peu différente. Moi, j'ai vécu à Nantes, j'ai eu 5 coachs. À Paris, j'en ai eu 5 ou 6 aussi. Et forcément, à chaque changement de coach, mais que ce soit titulaire, quand t'es titulaire, les premiers entraînements, tu veux garder ton morceau de beefsteak et tu montes les dents. Et puis quand t'es doublure ou remplaçant, tu te dis tiens, lui peut-être qu'il m'aimait bien, peut-être qu'il va me revoir et tout. Donc forcément, sans faire le Fayot, ceux qui jouent moins montent l'intensité et les titulaires doivent la monter aussi pour garder leur place. Voilà. Donc forcément, il y a un intérêt à chaque fois. Jérôme, ça marche ça aussi si t'as un coach qui est. Le premier but de la soirée.
Ah bah allez-y Candice. Eh bien, il est pour Monaco sur la pelouse de Lorient, consécutif à un corner. Ça a été une sortie ratée du gardien lorientais et ça revient dans les pieds de Dissasi qui est vraiment à 2 mètres de la ligne, qui n'a plus qu'à pousser le ballon. 1-0 donc pour Monaco face à Lorient. Partout ailleurs, 0-0. Ouais, Monaco qui se relance quand même dans la course à l'Europe, donc plutôt bien pour les Monégasques. Regardez le sourire de Julien Aliane, il est content. Hein. C'était un très beau but en plus. Oui, exactement. Ce but donc monégasque face à Lorient, mais on est sûr qu'il y en aura d'autres évidemment, et Candice nous avertira bien sûr. On va retrouver David Aiello, notre envoyé spécial ce soir du côté de Geoffroy Guichard pour le match entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino est arrivé il y a moins d'une semaine du côté du PSG. Comment en fait ces débuts ont été jugés, David? Je parle de son comportement à l'entraînement, de sa conférence de presse. Est-ce que ça a plu? Bah, c'est vrai que c'est tout neuf, donc on observe, on se renseigne, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de rumeurs, même on a vu que Mauricio Pochettino avait été surpris par une question d'un journaliste qui lui disait que Marco Verratti pourrait jouer en numéro 10, donc là il débarque un petit peu, il dit tiens, il y a des choses qui fuitent dans mon vestiaire, donc mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'attention sur son comportement. Pour l'instant, je trouve qu'il est extrêmement prudent. Il y a des images qu'on filtrait également de la part du Paris Saint-Germain sur sa relation avec les joueurs. Bon, évidemment, c'est ce que vous évoquez à l'instant, les joueurs sont dans une tentative de séduction, en tout cas pour certains, ceux qui ont besoin de jouer. Là où on va attendre beaucoup également Mauricio Pochettino, c'est dans la dimension physique, puisqu'il faut se souvenir que le Paris Saint-Germain a terminé l'année 2020 sur les rotules, avec un effectif complètement décimé. Alors là, ça va être difficile parce qu'il y a des matchs qui s'enchaînent, mais c'est vrai qu'il y a une composante qui s'est imposée à lui, c'est la reprise. Le Paris Saint-Germain a repris seulement 3 jours avant ce match de Saint-Etienne, c'était dimanche, et encore, ils ont repris avec une séance qui a dû durer 40 minutes. Saint-Etienne, de son côté, a repris il y a une semaine, donc 4 jours plus tôt, c'était le 30 décembre. Donc si on ajoute à ça le fait que, je vous le disais, le Paris Saint-Germain avait terminé l'année complètement rincé, ça va être un de ses grands défis, parce qu'on sait que Pochettino adore avoir des équipes très, très impactantes au niveau physique, avec des équipes qui terminent souvent les matchs à 110 km parcourus, alors que le Paris Saint-Germain court souvent 10 km de moins. Donc voilà, ça va être un défi pour lui que d'arriver à faire changer le Paris Saint-Germain d'un point de vue physique, et puis déjà commencer par avoir moins de blessés. Merci beaucoup David. On va voir les cotes de ce match entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Bon. On va pas se mentir, c'est assez déséquilibré. Oh, totalement Estelle, totalement. Vous allez voir la victoire stéphanoise, elle est cotée à 10,50, le match nul à 6,25 et la victoire parisienne 1,30. Ils sont pas foulés. Thibaut, on est confiant du côté des supporters parisiens? Du côté des supporters parisiens, oui. On a envie de voir ce nouveau PSG. En effet, ce Pochettino, l'ère Pochettino qui s'entame. Du côté des Stéphanois, c'est tristoun. C'est tristoun. Pourquoi? À l'image de ce tweet qui vient d'être posté par l'AS Saint-Etienne. Quel bel écrin pour lancer 2021. Nous pensons au peuple vert qui aurait enflammé le chaudron. Une photo, alors magnifique, mais bon, au stade bien triste, bien vide. Autre message des Stéphanois, jour de choc avec donc un défenseur en tête d'affiche. Donc on s'attend plutôt certainement à défendre. Voilà, on s'attend pas forcément à beaucoup de buts. Du côté du PSG, on vient de poster les dernières photos du vestiaire. Mbappé qui aura de nouveaux souliers pour cette rencontre et qui les montre. Marquinhos, donc toujours le capitaine, le 3e maillot pour la rencontre de ce soir et les derniers petits réglages de l'intendant dans ce vestiaire. Oui, toujours spécial. Oui. Et en effet, ce PSG rajeunit, on peut le voir, puisque Michu, je crois, n'a toujours pas son nom dans le maillot. C'est le 33 donc. Voilà, le 33. Évidemment. Le but à l'instant de Brest face à Nice, ça poussait depuis plusieurs minutes et à l'instant donc le quart d'heure de jeu pour permettre aux Brestois de mener face à Nice. Brest qui va provisoirement basculer dans la première moitié du classement. Et Brest qui est en Bretagne, ça c'est sûr, Candice. On va parler transfert évidemment, les infos, les rumeurs. Voici le Footour Mercato, c'est parti. Et Julien, on va commencer avec un marronnier dans cette émission, c'est la quête du jour, quoi. Oui, pour l'Olympique de Marseille, en quête d'un grand attaquant, en tout cas. Il y a 2 pistes qui seraient à l'étude aujourd'hui, selon Mundo Deportivo. William José, en provenance de la Real Sociedad, serait pisté par l'Olympique de Marseille, tout comme Patrick Coutronnet, joueur prêté par Wolverhampton à la Fiorentina, qui n'a mis que 4 buts cette saison en Serie A. Ouais, plutôt le deuxième que le premier, parce que William José, ils peuvent s'accrocher. Pourquoi? C'est un super joueur qui a plutôt un gabarit de club plus intéressant qui peuvent venir sur lui. C'est un Brésilien. Il y a quelques années, il était accessible, mais ils ont fait d'autres choix à l'Olympique de Marseille. Ce qui avait été proposé à Marseille il y a quelques années, William José. Coutronnet,
C'est possible, parce qu'on a l'impression que Longoria veut faire des affaires du côté de l'Italie, là où il a du réseau. Il a déjà travaillé du côté de la Juventus. C'est un joueur qui est, moi, qui me fascine pas, pour dire clairement les choses. C'est un joueur qui, pour l'instant, a comme seul fait d'armes d'avoir mis 10 buts à Milan en 2017-2018. Il surfe un peu là-dessus et il est prêté, il passe de prêt en prêt. Là, je crois qu'il appartient à la Fiorentina. Très sincèrement, moi je comprends pas ce que fait l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure il parlait de Kita Circus, mais l'OM c'est Mercato Circus. Le Brésilien qu'ils ont acheté à 10 millions d'euros là, rien contre lui. Peut-être que dans 2-3 ans ça sera un bon joueur, mais il est absolument pas prêt. Et encore une fois, il se retrouve à chercher un attaquant. Il n'arrive jamais à régler ce problème. Je trouve que ça fait pas du tout sérieux. Toi, t'auras pas un super joueur. Hein. Malheureusement, avec le temps qui t'est imparti. Et l'argent, la cagnotte qui était obligatoire, t'auras pas un premier choix, ça c'est sûr. Hein. Mais non, mais rêver, hein. si tu peux. Non, mais il y a des. Après, c'est des. Non, ils sont à contre-temps, c'est-à-dire qu'ils veulent des joueurs à revendre. Sauf que là, ce qu'il leur faut, c'est des joueurs capables de mettre des buts et prêts tout de suite. Mais ces joueurs-là, ils sont pas dans le mercato d'hiver. Slimani, il est prêt, ils ont qu'à le prendre. Mais c'est vrai, mais vous avez raison, et c'est vrai. Attendez, mais il va peut-être finir à Lyon, Estelle. Ah bon? Peut-être. Mais Marseille. Non, mais on avait envie Marseille, nous. Mais Marseille, il faut qu'ils aient envie de lui. Mais ils ont envie de, forcément ils ont envie de lui. Non, ils ont pas envie de lui. C'est trop cher. Non, mais je peux vous dire qu'ils ont pas envie de lui, puisque moi, je sais que c'est un des choix de Longoria, mais pas le choix numéro 1. Je vous le dis. Donc voilà, c'est tout. Estelle, il y a peut-être l'OM qui a trouvé un attaquant quand même. Je viens de le trouver, mais il vient de se blesser sur un tacle de Dimeco. Et regardez, cet attaquant ne pourra donc pas jouer avant quelques temps. Mais ça continue sur les réseaux. Héros d'émission de partout. Voilà. On va passer au départ du jour. Mais on va rester à l'OM. On va parler du milieu serbe Nemanja Radonjic qui aurait été mis sur la liste des transferts, des départs pour cet hiver, là, selon nos camarades de la Provence. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, songerait à faire de la place dans l'effectif en cédant auprès donc Radonjic et également le jeune Marley Ake. Mais Radonjic, bon, ok, c'est pas la folie, mais à un moment, il a rendu des services, souvenez-vous. Vous savez, il rentrait, il marquait et tout. Mais oui, si. Il y a eu une courte période. Il a eu une petite période. Une petite période. Oui, il a eu un petit mojo de 3 mois. Oui, mais quand on a une petite période, c'est-à-dire qu'on peut avoir une grande période, vous voyez ce que je veux dire? Radonjic, il est vraiment très atypique. Il est un peu... Enfin, ce qu'on a comme écho, il est un peu tout seul, quoi. C'est pas forcément adapté au contexte Marseille. C'est une arnaque, 12 millions d'euros. Non, mais moi, je suis cash. Je perds pas de temps, je vous dis ce que je pense. Non, mais une arnaque. C'est une arnaque. À ce prix-là. J'ai pas le temps. Il y a ce prix-là, il n'y a aucun retour sur investissement. Mais il y a eu un moment. Il va vite. Il est jamais ça n'a titulaire. pas marché. Il est jamais titulaire. Ils sont complètement. Il leur a fait gagner des points quand même, Nabil. Mais oui, bien sûr. Tu rigoles, c'est un super joker. Il a fait des rentrées, il a sorti l'OM. Qu'est-ce qu'on retient de Radonjic? Eh bien, qu'il leur a fait gagner un peu de points. Mais vous rigolez, c'est un club comme ça, ils sont plantés. Des Radonjic, il y en a partout en France. Il y a qui recruté en France pour 3 fois moins cher. Ils sont 3 fois meilleurs. Mais d'accord, mais quelle valeur ajoutée il t'a ramené? Il n'est pas titulaire. Oui, c'est vrai. Il court vite, il fait 2 bons choix, et le 3e, il se plante. Non, mais c'est un poulet sans tête. Et là, ils vont vouloir. Non, mais attendez, ils vont vouloir le prêter. Non, mais j'ai rien contre lui. Ah bah non, ça se voit, vous avez raison. Heureusement que vous avez rien contre lui. Si vous aviez quelque chose, ah mais horrible. Si on regarde maintenant, c'est inquiétant. Mais ils se sont complètement plantés. Il faut dire les choses. Je crois qu'on a bien compris. Voilà. C'est ça le problème. Et là, vous êtes en train de me dire, ouais, il a fait 2 mois, génial. 12 millions d'euros à l'échelle de l'Olympique de Marseille. Strootman, 25. Pas bon. Mitroglou, 15. Radonjic, 12. 25. Non, t'oublies le dernier, Enrique, 10. Ouais, mais lui encore, on va lui laisser sa chance parce qu'il est jeune. Il est un peu plus jeune. Ouais, 25. Ah bon, d'accord. 12. 37. 15. 52. 52, ouais. Et McCourt, lui, tranquille. C'est son argent, ils l'ont dilapidé. Bon, écoutez, très bien. Bon. Le deuxième but de Brest. Allez-y, il fait déjà le break en 5 minutes face à Nice après Mounier tout à l'heure à la 23e. Et bien c'est Honora, son 5e but de la saison. Ça fait 2-0 donc pour les Brestois face à Nice sur une passe en retrait du défenseur à son gardien. Derrière, Honora a surgi. Il a accroché le gardien pour mettre le ballon au fond des filets. 2-0 pour Brest face à Nice. 0-0 entre Nantes et Rennes. Grosse domination rennaise. Pas de but non plus entre Strasbourg et Nîmes. 0-0 entre Metz et Bordeaux. Et le petit but de Dissasi pour Monaco sur la pelouse de Lorient. 1-0 donc pour Monaco. Merci Candice. C'est compliqué pour Nice, là, Jérôme. Compliqué, mais vous pouvez mettre Vieira. Merci. Non, mais je suis entièrement d'accord. Qui vous voulez. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, chaque match, vous donnez, 1 ou 2 buts à l'adversaire, et c'était 4 la dernière fois à Nice. Ouais, c'est journée porte ouverte. Porte ouverte. À un moment donné, c'est les têtes qu'il faut soigner, c'est plus les pieds à ce niveau-là, parce que c'est quand même très grave. L'ADN de ce club, ça a toujours été, au-delà du jeu, ça a été toujours la combativité, l'envie, un petit peu la niaque, voilà, on le sait,
Mais là, si t'as plus les pieds, si t'as plus le cerveau, si t'as plus envie, et si tu fais des cadeaux, la fin de saison va être très très longue, hein, même avec Saliba. Hein. C'est quand même dur. Je sais pas, mais je connais pas suffisamment Nice pour être aussi dur que toi. Non, mais c'est pas dur. J'ai vu les matchs. Non, mais j'entends bien. Mais je suis très triste. Le constat, il est terrible. Tu te rends compte de ce que tu dis? Il y a rien de positif. Il y a alors déjà. Rien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce qui est embêtant, c'est que les joueurs n'ont même pas conscience de ça. Au moins d'avoir de l'orgueil. Juste ça. Parce que quand tu vois le deuxième but là qui viennent d'encaisser les Niçois, mais c'est. Et Saliba qui est titulaire ce soir. Oui, mais ça. C'est quoi le dernier à mourir de rire. 4 où les 4 buts, c'est 4 cadeaux. Contre Lyon, c'était journée partout. Alors Lyon, on fait un bon match, mais Nice, vous regardez ils offrent les 4 buts, c'est 4 boulettes. Le problème de Nice, c'est que derrière, ils veulent recruter des joueurs de foot avant de recruter des défenseurs. Trop de profils se ressemblent, c'est des jeunes joueurs. Il faut un bourrin, même s'il a les pieds carrés, mais au moins qu'ils remettent un peu de rigueur derrière, quoi. Quand ils ont viré Vieira, déjà, ça va. Enfin, je vois pas l'intérêt de changer Vieira, de faire partir Vieira pour mettre Urcea. Honnêtement, c'est pareil, en fait. Donc, Vieira est dans un projet, pourquoi tu le confortes pas en attendant le mercato? Il a payé les résultats. Non, mais d'accord. Non, mais je te dis leur justification, mais je suis d'accord avec toi, moi. Tu fais totalement autre chose. Comment? Tu fais totalement autre chose. Voilà, comme ce qu'a fait Nantes. Non, mais ils ont eu Bourcuff, ils prennent Domenech. Plus Dante, effectivement, était un peu le grand frère, le cerveau, un vrai stabilisateur derrière. Alors je vous coupe. But, on va aller. Non, il n'y a pas de but. On va aller du côté de Marseille retrouver Karine Galli, notre envoyée spéciale. Karine, ça chauffe du côté de Marseille qui affronte Montpellier ce soir. Effectivement, Estelle, on le savait, ce qui s'est passé pendant la trêve hivernale et les déclarations de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, n'étaient pas du tout passées auprès des employés de l'OM, mais aussi auprès des Marseillais et des supporters globalement. Et donc ce soir, ils ont décidé de lui répondre. On a vu une centaine de supporters marseillais qui ont demandé le départ du président de l'Olympique de Marseille, et ils nous ont expliqué évidemment que c'était ciblé, c'était envers le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui avait aucun problème avec les joueurs ou avec l'entraîneur de l'OM, mais ils en ont tout simplement ras-le-bol, parce que depuis que Jacques-Henri Hérault est arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille, pour eux, c'est une succession d'échecs. Il y a eu évidemment des mercatos ratés, il y a eu des déclarations qui ne sont jamais passées, vous vous souvenez de la théière, etc., de ces PowerPoint. Il y a eu des choix qui changeaient très souvent avec des nominations de personnes avec des titres ronflants en anglais. Et puis là, il y a eu les dernières attaques la semaine dernière. Et pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc voilà, une centaine de supporters marseillais qui demandent le départ de Jacques-Henri Hérault. Il y a eu des pétards, il y a eu des fumigènes. Et vous le voyez, donc Nicolas Chebriand a pu filmer ces images. Et les forces de l'ordre sont intervenues pour essayer de calmer tout le monde. Merci beaucoup, Karine. C'est assez dingue quand même ce qui se passe à Marseille, Olivier. Ah bah oui, c'est pas bon d'être dirigeant à l'Olympique de Marseille. Je me rappelle de Dreyfus aussi qui a pourtant investi énormément d'argent et se faisait quand même assez critiquer dans les tribunes. Là, bon, c'est vrai que les déclarations du président de Marseille ne sont pas très judicieuses. Et je comprends que les gens soient un petit peu en colère. Maintenant, c'est quand même dur d'être dirigeant à Marseille, quoi. Faut faire gaffe. Ouais, faut là aussi. Ouais, voilà. Je ne vais pas dire. Voilà. Tu sais où tu mets les pieds. C'est quand même Hérault, c'est quand même un monsieur qui a fait des affaires, qui a été grand patron, qui a côtoyé des grandes entreprises. C'est à un moment donné, le côté humain. S'il y a vraiment un club en France où tu n'as pas le droit de dire les salariés, supporters, j'en veux pas, c'est malsain. Mais c'est que t'es un fou. À un moment donné, je comprends pas comment quelqu'un qui a fait des études comme ça, qui a eu des managements comme ça, peut sortir des saucisses pareilles dans un club populaire comme ça. Mais le mec, c'est un fou. C'est un fou. Et tous les mois, il en sort une. Tous les mois, il en sort une. Alors après qu'ils connaissent rien au football, ça, il n'y a aucun problème. On n'est pas tous. Il est là. Bon. Mais au moins respecte un peu l'histoire, l'identité des gens qui bossent au club, des Marseillais, connais un peu l'histoire de ton club. Renseigne-toi sans les choses. Là, ils sont rien. C'est une catastrophe. Quand il parle, il fait rire tout le monde. Putain, mais juste, moi, j'ai trop aimé ce club, et ce club m'a trop donné pour qu'aujourd'hui, il y ait à sa tête quelqu'un qui le dénigre constamment comme ça, en faisant semblant de le défendre. C'est ça qui me gêne le plus. Voilà. Alors on va rejoindre Karine Galli qui a suivi tous ces événements là du côté de Marseille. Karine, vous voulez réagir aux propos de Jérôme et d'Olivier? T'as raison.
Oui, surtout d'Olivier. Honnêtement, c'est assez exceptionnel qu'en fait Jacques-Henri Hérault soit encore en poste. Imaginez, il a été nommé en octobre 2016, donc ça fait plus de 4 ans qu'il est président de l'Olympique de Marseille, et son bilan, c'est un échec. C'est évident. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu des remous à l'Olympique de Marseille, on se demandait quand le propriétaire Franck McCourt allait choisir d'écarter le président, et finalement, il a toujours maintenu. Alors que tout ce qu'il a fait a été pour l'instant soldé par un échec. Il a prolongé Rudy Garcia qui commençait à être en difficulté, ça a coûté des millions à l'Olympique de Marseille. Il a dilapidé 200 millions d'euros en un temps record et Marseille n'a pas pu faire de plus-value les 3/4 du temps et se retrouve même avec des boulets. On le sait, il y a eu les Adil Rami, il y a les Dimitri Payet, en termes de salaire je parle, il y a eu les erreurs de casting avec des Strootman et aujourd'hui il s'attaque aux hommes et on parlait avec un supporter qui disait en fait il est très souvent humiliant et il y a un moment forcément il y a un retour de bâton. Donc que les supporters de l'Olympique de Marseille demandent la démission du président par rapport à tout ce qui s'est passé depuis plus de 4 ans, c'est le minimum. Et puis, c'est quand même gentil, excusez-moi, c'est une centaine de supporters qui demandent le départ de Jacques-Henri Hérault. Et ça peut se comprendre. Ce soir, il y aura des banderoles également dans les virages, même s'il n'y aura pas de supporters. C'est absolument logique quand tu es président de l'Olympique de Marseille, tu as un bilan aussi catastrophique et qu'en plus, tu as une certaine façon de t'adresser à tes supporters qui n'est pas du tout compatible à Marseille et avec les supporters en général. Merci Karine, on revient sur Marseille dans un instant, mais un but a été marqué lors de la 18e journée de Ligue 1. Oui, le but l'orienté pour l'égalisation face à Monaco, le but de Monfils à l'entame du dernier quart d'heure de la première période. C'est son 3e but cette saison, donc un partout entre Lorient et Monaco. Voilà, et Julien qui fait la tête. Une belle intervention défensive encore. Et but à l'instant de Strasbourg. Qui mène face à Nîmes, but d'Ajorc. Match important, Strasbourg 17e face à Nîmes 20e. 1-0 donc pour Strasbourg face à Nîmes. Il manque plus que des buts sur la rencontre entre Nantes et Rennes, 0-0 toujours. Et pareil entre Metz et Bordeaux. Pour revenir sur l'Olympique de Marseille, incident donc devant le stade Vélodrome, les supporters qui ont allumé les fumigènes pour réclamer la démission de Jacques-Henri Hérault. Est-ce qu'il y a un moment pour pacifier la situation? Est-ce qu'il faudrait que Jacques-Henri Hérault parte, Nabil? Oui, ça pourrait apaiser certaines choses, mais c'est un problème qui est structurel. Aujourd'hui, c'est quoi le projet de l'Olympique de Marseille? C'est-à-dire qu'on est passé par différents tempos et on se rend compte qu'en fait, initialement, on parlait de l'OM Champion Project. Ils ont fait tapis, entre guillemets, sur des joueurs expérimentés, mais ils n'ont pas eu les résultats qu'ils espéraient. Aujourd'hui, maintenant, ils changent. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, quand même. Oui, mais ils n'ont pas amélioré l'équipe. Ils ont été un peu la risée de l'Europe, si je puis me permettre. Et aujourd'hui, il change un peu de logiciel avec l'arrivée de Longoria, parce que Hérault, il s'est planqué derrière Zubizarreta, il s'est planqué derrière Garcia, parce que le seul truc, c'est lui de rester en poste et de faire croire à McCourt, qui est quand même celui qui finance, qui est le mécène, lui faire croire qu'il peut y avoir un retour sur rentabilité à un moment donné. Là, il lui vend peut-être à terme et à moyen terme l'histoire de la Ligue fermée. Pas certain que Marseille soit invité dans le Gotha et de la crème des clubs européens. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a autant aussi de rumeurs autour d'une possible revente du club. C'est pas anodin. C'est aujourd'hui un club qui est dans une situation difficile. Hérault, il peut partir, mais c'est quoi après? Moi, je suis pas fan d'Hérault. Je trouve qu'il suscite aucune empathie particulière. Je rejoins totalement Jérôme. Je trouve qu'il fait le deuxième but de Strasbourg. Allez-y, qui l'a encore fait le break en 2 minutes. Ce but de Diallo, désormais son 6e cette saison. 2-0 pour Strasbourg face à Nîmes. Strasbourg qui, on le rappelle, est resté sur une série de 0 victoires à domicile en 6 matchs. C'est plutôt bien parti à 7 minutes de la fin de cette première période. Et je vous laisse terminer ce que vous... Non, mais puis la com, il est là, on a l'impression qu'il est là pour donner des leçons. On sent que c'est plus un technocrate. Quand tu gères des clubs comme celui-là, il faut avoir quand même un minimum de dimension humaine. Il donne des leçons de management à tout le monde. Et d'ailleurs, AVB, dans son interview, c'était extrêmement intéressant. Au Portugal, à un moment, il pointe quand même du doigt la communication du club. Oui. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire de manière sous-jacente? Il voulait dire que lui, quand il a été attaqué à plusieurs reprises, sur ses résultats en Ligue des Champions, aucun soutien d'Hérault, aucun soutien du club. Il y a eu vaut peut-être mieux ne pas avoir le soutien d'Hérault en ce moment. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'avoir le soutien d'Hérault. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que lorsque Hérault a été attaqué à titre personnel par la Provence dans un article, 24 heures après, communiqué du club pour défendre Hérault. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut aussi que le football, c'est un sport collectif, qu'il arrête de la jouer individuelle.
On fait un dernier point avec Candice sur la 18e journée de Ligue 1. Allez-y Candice, rapide. 0-0 entre Nantes et Rennes, même score entre Metz et Bordeaux, 2-0 pour Strasbourg face à Nîmes, un partout entre Lorient et Monaco, 2-0 pour Brest face à Nice. Et on vous retrouve Candice bien sûr dans l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande. Nous ce sera demain 17h30 pour débriefer justement cette 18e journée de Ligue 1. Salut à tous et bonne soirée.